Alexis Boucher, bienvenue sur Ça se passe. Merci de m'avoir. Ça me fait plaisir, mon gars. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien? Ben oui, absolument. Awesome. Je demande tout le temps aux guests comment on s'est connus. Tu t'en rappelles? Oui, absolument. Les deux, on était sur un advisory board de Jameo. Oui, exact. On s'est fait pull-in dans un meeting dans lequel on les aidait un peu à s'enligner puis à peser un peu les options de leur côté. Puis non, ça a été des belles discussions. On s'est jasé d'un paquet de trucs, autant produits, go-to-market, décisions personnelles. Puis on a quand même vibé, je pense. Puis après ça, ça a parti de là. Exact. Ouais. Puis c'était... c'est con, mais ces choses-là, c'est un bon exemple de... Tu sais, c'est ton temps, puis là, il y en a qui diraient « Ah, ben là, pour du advising, puis toute l'expérience que tu as, tu pourrais charger pour ça, puis tout ça. » Mais la value est dans les relationships. Absolument. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec Vasco, ça se peut on va en parler plus tard, qu'on collabore sur des trucs, juste avoir sur mon pod, tu sais. Moi, d'aller aider les boys là, ça a fait que je t'ai rencontré toi. Exact. Fait que, tu sais, souvent, man, la notion de redonner, puis tout ça, 100%. Ça compound en un retour qui est immatériel, là, tu sais, qui est pas genre dollar pour heure investi. Bon, on salue les boys de Jameo, évidemment. J'aime ça que le monde me fasse un recap quand même en mitraille là, de leur parcours, qu'il soit académique, professionnel, pour qu'on assoie un peu t'es qui. Là. Absolument. Écoute, aujourd'hui, j'ai un background très go-to-market, revenue operations, revenue overall. Mais à la base, j'ai commencé ma carrière dans le domaine du golf. Je me suis envoyé de l'autre. Je l'ai un peu vu en background, mais... T'as parlé de ma gourde en plus, faut que tu gardes ça dans l'intro. Là, oui, on va le garder, mais oui, fait que... Background GTM. Ouais, background GTM, revenue, vraiment scaler la business d'un point de vue croissance, acquisition, focus sur profitabilité. Mais ça, je disais, à la base, mon background, il est dans l'industrie du golf. J'étais pro de golf quand j'étais jeune. Je fais bien des tournois de golf. Je me suis promené un peu partout. Dans ma phase un peu perdue de genre université, golf, sa route, un peu partout. Ça m'a fait rencontrer des gens malades. Puis c'est ça qui m'a amené à Golf Avenue, Chrono Golf, un peu dans le monde de la tech. Puis évidemment, j'ai progressé dans ce milieu-là, mais à la base, c'est à cause du golf que je me suis retrouvé dans ce domaine-là. Jean-Michel Veillette? Oui. Ouais. Ça dit quoi, mais c'est... Lexia, exactement. Exact. On s'est fait une couple de meetings. En fait, fun fact, il n'est pas sur mon LinkedIn, mais j'ai bâti une business avec un de mes bons chums à l'université qui louait des livres avant Lexia. Puis ça... on avait un site web, ça fonctionnait super bien, mais on était tellement désorganisés, on était partout puis nulle part en même temps. Puis on a eu un meeting avec GM en mode, on parlait de Renbook, ça s'appelait. Puis nous, on a abandonné, puis lui, il a repris la balle un peu de son côté, puis ils ont fait un beau truc là, avec Lexia, c'est vraiment nice. Mais fun fact, il joue au golf, on s'est rencontrés là. Bon, il était excellent. Il a fait bien des tournois, il était super bon. Puis il a un peu un background similaire. Là. Il a switché vers la tech. Puis, Vasco, aujourd'hui, c'est le chapeau principal que tu portes. Comment tu elevator pitcherais à peu près? Vasco, ça permet aux équipes de go-to-market de mieux tracker leur day-to-day. Du data qui vient du CRM, de monitorer un peu la croissance puis le funnel. C'est très difficile aujourd'hui pour un leader en revenu d'être capable de mapper son funnel puis de comprendre sont où les dynamiques, sont où les frictions, puis aussi sont où les côtés positifs. C'est dur de t'asseoir sur un modèle pour une croissance qui est prévisible puis profitable. Fait que Vasco vient organiser un peu le back-end de ce côté-là puis s'assurer que il y a une organisation quand même tight de toutes les opérations go-to-market. Pour le monde moins avancé en SaaS, mettons, ou moins sophistiqué en architecture de compagnie, comment tu vulgariserais des équipes go-to-market? Moi, j'ai mon idée, mais je veux t'entendre en premier. 100%. Mais il y a un modèle qui s'est formé dans les dernières années qui s'appelle le High Velocity Sales Engine, qui est en fait de compartimentiser les équipes, spécialiser les équipes
à travers la customer journey. Fait que, tu sais, naturellement, tu as un client qui arrive à travers paid ads, disons. Puis là, on va le passer à un sales rep qui va essayer de le qualifier, qu'on va passer à un sales qui va essayer de le closer. Mais ensuite, une fois qu'il est closé, ça prend quelqu'un pour l'onboarder. Ça prend quelqu'un pour s'assurer que la rétention, le NPS, le CSAT est en ordre. Fait que c'est l'organisation de ces départements-là, puis du hand-off qui fait en sorte qu'il y a une vélocité qui est plus impressionnante quand tu t'assures que tu as des gens spécialisés à travers le funnel versus une personne qui fait tout, qui est un peu l'ancien modèle de le faire. Là. Intéressant. Fait que les équipes, les images d'équipes un peu traditionnelles comme le marketing, la vente, le customer success, ça vient vivre ensemble sous cette ombrelle-là de go-to-market. Exact. Puis il y a une personne ou un départ, là, ça tu m'éduqueras, qui va chapeauter ça, qui va souvent s'appeler quelque chose comme Revenue Ops ou Chief Revenue Officer. Je suis un peu dans le ballpark. Absolument. Oui, exact. Good. Puis toi, je suis curieux parce que là, on va creuser sur le début de ta carrière, mais Revenue Ops, là, c'est pas quelque chose qui, genre, moi j'ai commencé en SaaS, là, ce terme-là n'existait pas, par exemple. On commençait de plus en plus à en parler chez Douda quand on était acheté. Fait que c'est assez intéressant. Toi, c'est quand la première fois que t'as comme fait t'as peur, le genre, d'être pro ou de me donner en silo, ou quand ma compagnie se donne même en silo, ça marche pas, puis c'est où le premier ping, genre? 100%. C'est une bonne question. Je pense que Revenue Operations, c'était plus un mindset dans le temps. C'était plus... qu'un framework, maintenant? Qu'un framework, ouais. Okay. C'était plus des gens qui s'impliquaient de A à Z dans le funnel, puis qu'au lieu de se poser des questions de « on a-tu assez de leads? » ou « est-ce qu'on a assez de sales reps? » ou « est-ce qu'on a un trop gros volume de nouveaux clients pour les gens qui veulent les onboarder? » Ben, tu as des gens qui se sont mis à se poser des questions plus holistiquement à travers le funnel, puis de se dire, bon, de A à Z, de quoi ça a l'air, sont où nos frictions, pas juste dans un département. Il y a aussi l'aspect du comp, les gens qui sont payés sur des events uniques dans ces départements-là qui créent des frictions assez... Tu sais, t'as marketing qui dit, moi, je t'ai donné les leads. Exact. Je t'ai donné assez de leads. Puis là, sales est comme, ouais, mais tes leads étaient pas assez bons. Puis là, t'as customer success qui est comme, t'as closé un client, tu as vendu un feature qui sort dans 6 mois, là, genre, qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça, tu sais, fait que... Espèce de désalignement entre ces différents points-là du customer journey. Exact. Fait que c'est du monde qui se sont dit, OK, là, holistiquement, là, on va s'assurer, genre, que tout le monde fait en sorte que c'est customer puis product fit au fond, Léon, puis que tout le monde est content. OK, puis là, aujourd'hui, Vasco, ça se veut une plateforme qui va... premièrement, avec un paquet de gens qui ont l'expertise et l'expérience et le track record en go-to-market, en revenue architecture, comme toi. En fait, parle-moi du reste de l'équipe. Oui, c'est drôle parce que le core de la business maintenant avec Vasco vient beaucoup de Chronogolf. Fait que notre CTO présentement, c'était notre CTO chez Chronogolf, devenu Principal Engineer chez Lightspeed après l'acquisition. On va en parler plus tard, là, mais... Puis Guillaume, qui est cofondateur aussi, était chez Chronogolf. Puis on a 2 ingénieurs aussi dans l'équipe qui viennent de Chronogolf. Puis les autres, c'est drôle parce qu'il y a aussi notre designer vient de Tiller, qui est une acquisition de SumUp. Fait qu'à travers tout ça, on a des contacts en commun. Là, fait que, encore une fois, on va en parler plus tard, mais c'est drôle. On est tous un peu liés d'une certaine façon à travers Lightspeed, Chronogolf, SumUp. Tout le monde a un petit lien de background, si tu veux. Là. Puis là, c'est quoi l'état de la compagnie actuelle? Là? C'est assez récent, genre? Fait que as-tu des chiffres ou juste un positionnement à me donner? Absolument. Ben écoute, on a été fondé en octobre 2022. Fait que c'est tout récent. Là. Ça fait à peine 1 an et demi. Le produit est extrêmement mature. Fait que là, dernièrement, on a amené ça au marché. Moi, c'est un peu mon rôle. Nice. Fait que, écoute, on a à peu près une 12aine de clients, des gros clients aussi, Lightspeed, Jump on Board, non seulement de par la relation, mais aussi on leur amène énormément de valeur. Puis des belles business là, qui se sont joints, surtout au Québec présentement, mais on a des belles conversations avec des business aux US. On est aussi Certified Partner des concepts de Winning by Design, Pavilion, qui est l'ancien
Revenue Collective. Puis, le business est dans un stage de croissance, tu sais, un peu stealth mode, mais en mode, on est en train d'aller chercher product market fit présentement. Est-ce que... Puis, vous êtes une startup financée, right? Fait que vous avez déjà levé quoi, un pre-seed, un seed? Un pre-seed, ouais, exact. Okay, parfait. Par des investisseurs de Montréal? Ouais, ben, partout dans le monde? un mix, je te dirais, investisseurs, early stage, que Guillaume avait déjà une relation avec, puis qui suivait un peu Chronogolf aussi dans la progression. Puis un mix aussi de angel, puis private investors, dont moi-même. Puis une couple de leaders de soit Lightspeed ou des connexions. C'est hot parce que j'ai l'impression, Alex, que c'est comme un peu un exemple concret d'un sujet qui revient souvent sur le pod. Il y a souvent beaucoup des founders qui vont dire, tu sais, on a besoin d'avoir des coups de circuit, puis des wins, puis des exits pour que les gars et les filles qui travaillent en SaaS prennent goût à ce succès-là, génèrent du capital, puis réinjectent dans la communauté. Puis j'ai comme l'impression que c'est genre textbook, un exemple comme ça, ce qui se passe avec Vasco. Fait que c'est hot, en esti. Absolument. Ouais. OK. Où c'est que je m'en vais avec mes skis? Mes skis s'en vont dans le passé. Fait qu'on va retourner à l'époque genre golf. Fait que là, toi, t'es comme un semi-pro, je sais pas comment dire. Bah, t'es pile dessus, là. Pas assez bon pour être pro, mais pense qu'il est assez bon pour faire une carrière dedans. Là. C'est bon, mais c'est l'espèce de croiser des chemins de plusieurs athlètes de hey, là, c'est-tu ça ma vie? Exact. Ou actually, il faut que je fasse de quoi d'autre? Exact. Fait que là, t'es là, tu rencontres Golf Avenue, que t'as dit. C'est quoi ça? Comment que t'es rencontres? Tu fais quoi avec eux autres? C'est drôle parce que c'était des connexions du golf qui m'ont fait rencontrer les deux qui étaient co-CEO, je pense, les deux, Marc-Antoine Beauvais, Pierre-Luc Laparé, qui sont deux gars super brillants. En fait, ils ont commencé sur eBay. Ils vendaient des clubs sur eBay qui achetaient use. Ils faisaient un genre de petit model de trade-in qu'ils achetaient des clubs use puis ils revendaient sur eBay. Ils faisaient des beaux profits. Fait que là, créer un site web. Puis ils ont amené ça, honnêtement, à une business super, super établie au Québec. Puis ils ont même expand dans les vélos dans les dernières années. Ils ont acheté une business au UK. Puis ils se sont rebrandés Laps, qui est genre business d'économie circulaire, un paquet de trucs qui rachètent puis qui revendent. C'est une belle business. Ils ont raise aussi avec, je pense, la caisse de dépôt a mis un peu de cash dans les dernières années. Ouais, vraiment. Puis moi, c'est ça, je les ai rencontrés, j'ai fait un peu de tout, là. J'ai fait du service à la clientèle, je lavais des clubs dans le warehouse, en mode grind, genre pendant l'école, puis même pendant ma saison de golf, ça me donnait autant un revenu que vraiment des boys le fun avec qui j'ai des amitiés qui se sont forgées à travers ça. Qui durent aujourd'hui. Qui durent encore aujourd'hui. Là. Ça fait plus que 10 ans de ça. Là. Fait que, mes premiers collègues, mes premiers gigs aussi, ça... c'est un lien. C'est meaningful quand même. Complètement. Puis là, quand est-ce que, mettons, la partie plus commercialisation, plus spécifiquement, le SEO arrive sur la table pour toi là-bas? C'est-tu genre, toi qui est comme, bah là, on sort pas sur Google ou quelqu'un qui dit, hey là, il faudrait que quand on Google ça, ce soit nous autres? Même pas. Moi j'avais faim dans ma carrière. J'avais le goût d'arrêter de laver des clubs dans le warehouse, de commencer à progresser, à apprendre. J'ai tout le temps été super curieux. Fait que on avait une belle équipe marketing. Un de mes meilleurs chums, il s'occupait des médias sociaux puis du paid. Puis là, ça prenait quelqu'un pour... on avait un leader marketing à ce moment-là. Que c'est cette personne-là qui a réalisé qu'il fallait faire un peu plus de SEO, fait qu'écrire des blog posts, puis écoute, c'était très SEO 101, là, genre j'écrivais le même keyword 50 fois juste pour que ça sorte, puis il n'y avait aucune qualité de contenu, là, c'était vraiment... À quelle année ça? C'était en 2014 à peu près, fait on aurait peut-être dû l'approcher un petit peu plus granulairement, puis avec souci, c'était un peu basic, mais ça fonctionnait. Ben exact. Puis là, j'ai pris ça, puis j'ai commencé à faire du page, j'ai commencé à faire de la gestion de communauté, puis vraiment toute la stratégie marketing de cette business-là. OK. Fait que ça veut dire que t'as pas eu une espèce de early genre coup de foudre pour
un canal d'acquisition en particulier, mettons. Non. T'as comme dablé avec plusieurs choses dès le départ, t'étais pas pire dans chaque? Ou... Ouais, c'est ça. Puis, je m'informais sur chaque, puis j'essayais de voir qu'est-ce qui ramenait le plus de business, puis on trackait, je me faisais mes UTM, puis je découvrais comment tout tracker ça, puis écoute, je dis ça, puis ça me fait rire, là, mais c'est là que j'ai un peu compris, ça revient un peu au revenue operations, dans le sens où les activités que je faisais, je voulais les tracker à travers le funnel, aller voir combien de revenus ça a ramené, c'est du repeat business, est-ce qu'on a réussi à générer des clients avec ça, qui sont des bons clients, ou c'est des gens qui bounce quand ils arrivent sur le site, ou ils achètent une fois, ils rachètent pas. Fait qu'il y a un peu cette curiosité-là, puis comment je dirais ça, cette obsession de comprendre de A à Z le journey qui a un peu commencé là, je te dirais. Ouais. Mais c'est bon d'avoir cette sensibilité-là, je pense, le plus tôt et le plus jeune possible, parce que ça crée des team players vraiment plus forts aussi, puis juste des meilleurs preneurs de décision. Je vais te donner un exemple, un anti-exemple pour le monde qui écoute, mettons, là, de pas faire ça. Ouais. Quand j'étais au début chez Snipcart, un moment donné, on avait essayé de me compenser, de me rémunérer avec une structure d'incentive de bonus, là, d'objectifs. Ouais. Puis il y avait un de ces objectifs-là qui était juste les sign-ups, tout court. OK. Puis tu sais, c'était pas juste ça qu'on fallait, mais c'était un des objectifs. Puis moi, je me suis raconté l'histoire de si je force pas les gens à valider leur courriel une fois qu'ils se sont inscrits, ça va augmenter. Il va y avoir plus de sign-up. Si j'enlève, mettons, le besoin de faire un password secure tout de suite, si je puis tu sais, peut-être que mon taux d'activation après va descendre, mais comme je vais avoir bien plus de sign-up, sûrement que je vais aller en chercher plus. Dude, man, j'ai fait rentrer là. Mon taux de sign-up ça a augmenté. La quantité de genre de dead accounts, ghost accounts, spam accounts qui sont rentrés. Puis tu sais, j'étais comme, asti, man, c'est ça. C'est un bon exemple de optimiser pour un silo sans voir tout le journey. Exact. Fait que je voulais juste le throw out there. Fait que là, quand est-ce que tu rencontres le monde de Chronogolf à travers Golf Avenue? Je suis parti de Golf Avenue pour aller là. J'ai eu une petite gig entre-temps qui n'a pas fonctionné, mais ça a duré genre 6 mois. Okay. Puis j'étais déjà au courant de Chrono, j'y suivais. Puis là, ils ont posté un rôle de sales. C'est sales executive, puis j'avais jamais vraiment vendu. Mais ça m'intéressait beaucoup, surtout l'aspect golf, l'aspect tech. C'était vraiment une belle business en croissance. Ça faisait quoi là, pour ceux qui connaissent pas ça? Ouais, Chronogolf, c'est un logiciel de gestion de terrain de golf. Fait que, tu sais, réservation, t'arrives, tu payes. Le restaurant même était tout géré, intégré avec Lightspeed à ce moment-là. Okay. Fait que, juste gestion de... Fait que le main user, le paying user, c'est le terrain de golf? Le gestionnaire de terrain de golf, exact. Puis les end users qui sont pas nécessairement paying, c'est toi puis moi qui va jouer au golf aussi. Oui, et le staff on-site qui te fait payer. Fait que t'as le côté, t'as un marketplace à Chronogolf qui est... Tu veux réserver, mettons, un tea time, tu vas aller jouer samedi, tu veux trouver un terrain où aller, tu vas sur la marketplace, puis tu peux réserver un départ. Puis il y a le côté SaaS derrière qui est le gestionnaire de terrain de golf, qui est, mettons, tu es un GM de terrain ou un pro de golf, puis tu gères un peu ta boutique, puis tout ça. Fait que tu utilises Chronogolf pour ça. Ouais. Puis toi, tu rentres là, ça a quel âge? C'est à peu près où dans sa croissance? Tu rentres dans quel genre d'équipe? C'est encore très petit. On est, je pense que j'étais le 17e ou 18e employé. Premier vendeur de comment je dirais ça, de top of the funnel. Fait que je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. C'est on avait des vendeurs qui étaient cycle complet de vente. Là. Fait que, ils cognaient à la porte, ils closaient les deals, ils les gardaient, il faisait de l'expansion. Fait que, c'était le modèle que je parlais au début qui fonctionne pas tant, qui est t'as aucune spécialisation, t'es partout, nulle part en même temps. Puis moi, on m'a amené en mode, OK, ben là, tu vas prospecter. Fait que t'étais-tu un peu comme un BDR, ouais, c'est ça. Mais j'ai aussi fait la conversion de leads qui rentrent. Fait que, j'avais un peu une coupe d'angle. Puis le but, c'était de... Je pense pas que c'était ça selon eux. Je pense qu'il y avait juste un rôle en tête, mais j'ai commencé à prendre beaucoup d'initiatives sur OK, mais là, il faut faire plus d'inbound, il faut faire plus de contenu, il faut
Fait que je me suis mis à prendre... Ben là, j'ai pris l'équipe marketing assez rapidement. OK, nice. Puis j'ai engagé quand même beaucoup de monde en sales. Fait que l'équipe a grow, puis on a commencé à accélérer quand même rapidement à ce moment-là. Là. Qu'est-ce qui fait que t'as monté un peu comme rapidement dans les rangs de Ouais. cette compagnie-là? C'est-tu la fin dont tu parlais? Ouais. Tu sais, Il y avait est-ce que un c'est tough de grind, trouver du monde qui ont ça, d'autres? ouais, Je vais je te le sais. dire, là, man, dans toutes les embauches que j'ai faites, il y en a, là, Ouais. mais j'ai souvent essayé de répliquer. Et moi, j'avais faim, man. Ouais. Quand j'ai commencé, genre littéralement, j'avais pas un gros salaire. Ben, puis comme, c'est ça un peu, là. puis genre, je voulais me prouver, puis genre, j'avais tellement, man, mis de mon ego puis de ma valeur personnelle dans ma job Ouais. que fallait que ça marche. Mais c'est ça le truc. Genre... Puis ça revient aussi à... Oui puis non, là. Genre, en tout cas, je veux pas rentrer en session de thérapie, là, mais j'avais faim. Tout ça pour dire que j'avais faim. Puis après, quand j'étais rendu embauché, j'étais comme, OK, ben, je vais juste trouver du monde comme moi. C'est ça. Puis à la limite, ils vont être meilleurs que moi, surtout dans les affaires que moi, je suis pas bon. Puis tout. Puis j'étais comme, ouais, non, man, ça court pas et rue, genre. Puis comment tu le quantifies, ça, cette fin-là? C'est quoi le hard skills? Moi, c'est ça qui a été le plus tough. Quand je me suis mis engagé, c'était comment tu le translates dans un skill set qui est predictable, genre, est-ce que c'est la motivation? Ou... Puis écoute, j'allais loin, là, j'allais jusqu'à demander au monde... C'est pas juste la motivation. Non, mais la motivation ça va plus creux que ça, selon moi. La motivation vient d'une coupe de place, puis c'est pas parce que, mettons, t'as pas de cash, c'est peut-être que tes parents sont pleins, mais sont tellement hard sur toi que faut que tu y ailles. Puis la fin vient d'une coupe d'endroits, puis je pense qu'il faut juste la digue. Mais comment... Mettons, t'es en entrevue... Là, je jump des étapes, mais c'est juste trop intéressant. Fait que t'es en entrevue, puis t'essayes de déceler cette fin-là dans des juniors, par exemple. Parce que, tu sais, les gens qui sont intermédiaires à seniors, souvent, ils vont avoir un track record qui va parler un peu pour eux. Absolument. T'appelles une couple de références, tu fais comme, oh shit, OK, c'est stellar, let's go. Ouais. Quand c'est junior, c'est plus tough. C'est plus tough. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est genre être motivé, à être genre, avoir une bonne personnalité, avoir des bonnes notes, tout ça. Je m'excuse, mais c'est facile. Ouais. Fait que c'est quoi le truc de plus que t'as fait que les autres? Genre, t'as-tu fait un side project? Oui, des case studies, des trucs de même, mais je vais pas juste là-dedans parce que ça, selon moi, c'est tu donnes une directive, puis ils respectent la directive. Non, moi je parle, t'es as-tu fait avant de... Ah, OK, ben ça, oui, 100%. Je te stalk, t'as-tu un blog, t'as-tu une chaîne Ouais. YouTube, t'as-tu quelque chose? Complètement. Mais moi, c'est con, mais ça revient aussi à la préparation. Tu sais, ça m'est arrivé de rentrer dans des entrevues que la personne était sharp, beau background, mais elle s'assoit un peu là-dessus, puis elle arrive, puis elle connaît pas, elle n'est pas allée sur le site. Elle n'a pas fait un mystery shop qui prend 5 minutes pour voir un peu le... Puis c'est là que j'ai vu du monde fucking motivé qui sont rentrés en mode j'ai fait ci, j'ai trouvé des frictions dans ton flow. Ou, tu sais, je te donne un exemple, mais ça peut être... Il y a plusieurs formes de ça, OK, t'as fait tes devoirs. Explique c'est quoi Mystery Shop. Excuse-moi. Mystery Shop, disons, tu vends des balais brosses, OK? Tu vas sur le site... Tu t'achètes des balais brosses, tu checkes la rapidité à laquelle tu reçois ta confirmation. Tu regardes quand tu reçois tes balais brosses, sont-tu bien packagés? Tu sais, là, je te donne un exemple qui est non SaaS, qui est un peu con. Là, mais c'est encore plus facile avec un SaaS, dude. C'est encore plus facile avec un SaaS. De email, tu Google around, fais un loom au pire, tu cliques, tu sais, c'est genre... Ah oui. Tu as un free trial, mettons, est-ce que tu manques de direction, de guidance dans ton free trial, puis tu sais pas trop où aller? Ramène ça dans ton entrevue, c'est pas tough. Là, le peu de valeur que je pouvais ajouter au début de ma carrière, là, quand je suis rentré chez Snipcard, c'était le français, l'anglais. J'étais capable de relativement bien écrire. Fait que c'est quoi que j'ai fait? Je leur ai dit, vous avez des fautes là, dans tel site client. C'était Spectrum, là, une agence qui a fait Snipcard à la base. Puis j'étais juste comme, tu sais, je suis allé, genre, juste ça, genre, hey, j'en ai un peu de valeur puis te montrer ce que j'ai fait. Exactement. Ça commence là, tu sais. Ouais. Fait que let me get back on track. Ah ouais, tangente. Chrono. Ouais. C'est-tu les premières fois que tu gérais des gens en croissance, fait que des marketeurs? Absolument. Okay. Puis ça a été tricky parce que j'ai pris une équipe marketing qui était déjà in seat, moi, quand je suis arrivé. Ouais. Donc là, les genres de dynamique d'autorité ou de... Oui, mais ça s'est bien passé parce qu'ils ont compris un peu que eux, il n'y avait pas cette fin-là, puis moi, je l'avais. Puis j'avais une rigueur qu'ils n'avaient pas. Puis j'ai amené de la valeur, puis surtout, je me suis mis de chum avec eux. Je pense que ça a été important. Je suis pas arrivé en mode shark. Je suis arrivé en mode, tu sais, on va faire ça, on essaie ci, on essaie ça. Puis je le prenais, puis je le faisais moi-même. Puis après ça, je proposais des trucs. Puis, tu sais, je pense que c'est important.
la confiance qu'on m'a donnée aussi. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu showcase ce que j'ai showcase. Fait que je pense à Guillaume ou à JD qui étaient les deux co-CEO, ils m'ont laissé run with the ball. Genre, j'arrivais avec eux en mode je veux faire ci, ça. Ils auraient pu dire non, là, chill. Là. J'ai eu le même terrain de jeu puis corde. Fait que c'est genre assez de corde pour genre, je sais pas, là, c'est quoi l'analogie, faire de quoi de beau ou de pendre, mais t'as assez de corde. Genre. Ben, c'est ça. Puis ça aurait pu être shut down, mais tu sais, ça m'a donné un peu l'opportunité de me péter à la gueule une couple de fois. De faire des trucs. Y a-tu des trucs que tu te rappelles que t'as comme essayé puis que finalement. Man. Vu que les gens dans le domaine du golf sont pas tech savvy, puis il y avait souvent des médias sociaux de merde. Fait que moi, je me disais, je vais trouver une façon de nurture les gens par commencer par leur faire 1 heure de free consultation. Fait que j'avais un de mes bons chums qui travaillait avec moi, puis j'ai dit, on va se mettre sur un projet pendant 2-3 mois. On va créer des genres de emails personnalisés sur ce qu'on trouve qui est pas bon sur leur social media. On va leur envoyer, on va passer 1 heure avec eux au téléphone, puis après ça, on va essayer de les convertir. Which is not a bad thought. Mais sur papier, ça sonne. Sur papier, ça sonne, mais ces gens-là ont juste pris le feedback, ils ont pris le contexte, puis je pense qu'on n'a pas turn un seul client, genre, mais ils l'ont implémenté? Fait que même pas. C'était comme, OK, ça c'est nice, mais merci, mais j'ai personne qui peut faire ça. Fait que on a perdu beaucoup de temps. Ouais. C'était une bonne idée, mais ça n'a pas marché. Fait que ça, c'est un exemple de truc qu'on a fait, puis que, on a pivoté, c'était pas la fin du monde, mais il y a eu une couple de trucs de même, puis j'étais comme, alright, il faut quand même rester proche du but, là. Pas trop s'aventurer. Combien de temps t'as fait, dans le fond, chez Chrono? Golf? Ben écoute, moi, j'ai commencé en janvier 2018, puis on a exit en avril 2019. Fait qu'un an et demi à peine. Ouais. C'est fou, hein, comment ça a bougé vite. Mais après, excuse-moi, on est resté dans Lightspeed. Comme votre unité. Comme notre unité pendant un bon moment. Là, moi, j'ai move on de l'équipe golf en octobre 2019. Fait que, mettons, de août à octobre, on était tout seul en mode on fait notre petite affaire, on n'est pas intégré, on merge rien du tout. Fait qu'il y a eu une certaine indépendance pendant longtemps. Est-ce que tu te rappelles comment on t'a annoncé l'acquisition par Lightspeed de Chrono Golf? Ben, j'ai pitch chez Lightspeed. Je faisais partie du small squad avec les founders. Moi, j'ai pitch go-to-market ou genre lead generation. Fait que c'était les 4 founders. David Hope. J'ai pitch GTM pour vendre. Pour Chrono. Pour Chrono. À Lightspeed, on était devant Jean-Paul Chauvet. Petite équipe en mode check, la business est vraiment tight. Là, genre, vous les avez approchés? Ils vous ont approché? Ben, ça c'était moins mon côté. Je pense qu'il y avait des conversations qui étaient déjà en train d'arriver. Le système était intégré anyway. Ben, c'est ça. On était les plus gros resellers de Lightspeed. Okay. Fait qu'il y avait une relation, c'était très complémentaire. Puis surtout, on a amené, selon moi, beaucoup de maturité au côté plus upmarket de Lightspeed à ce moment-là. Nos clients étaient beaucoup plus gros que les leurs. On a amené des concepts comme du outbound sales. Eux faisaient juste du inbound. On a amené quand même beaucoup de trucs positifs. D'un point de vue produit, d'un point de vue leadership. Les gens chez Chrono sont devenus des leaders assez rapidement chez Lightspeed. Fait que ouais, au début, il y avait ces convos-là. Quand on est allé pitch, je pense que il y avait déjà un alignement assez solide sur le fait que c'était une belle acquisition. Il fallait juste prouver les chiffres derrière. Puis de mon côté, c'était OK. Je me rappelle, Jean-Paul m'a demandé, je te donne unlimited budget, qu'est-ce que tu fais avec? Puis moi, j'ai 25 ans. J'étais comme, je fais ci, ça. Puis il était comme, OK, make sense. C'était quand même intimidant. Le genre de bug mental que j'ai en ce moment, Alex, c'est pitch la business qu'on veut vendre. Genre, on dirait que la notion de pitcher à du monde qui veulent m'acheter, je suis comme, moi, c'est tellement pas ça que j'ai vécu. Là. Je comprends. Moi, j'avais pas vraiment tu t'es fait pitcher. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Mais je pense que des fois, c'est mutuel. Ça dépend, oui, beaucoup. Mais je trouve ça intéressant que ce que tu dises, puis c'est un takeaway que je voudrais que le monde aille, c'est, tu sais, quand tu vends ta compagnie,
souvent un acheteur stratégique comme Lightspeed, c'est 3 choses. Hein? C'est la technologie, le talent, puis le book, fait que le revenu, mettons. Genre le share, là. Ouais, le share du market, mettons. Ben, le talent, là, ça se vend aussi. Complètement. T'as raison. Genre la due deal ou le pitch, comme on dit, de voici dans quoi on est fucking fort, puis comment on pourrait l'implémenter chez vous si on rentre. Puis je me rends compte que, c'est ça. C'est vrai. C'est une belle dynamique. C'est important de checker ces 3 angles-là. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est qu'après, on a fait 9 acquisitions post-Chronogolf. Quand on acheté en fait que moi, j'en ai vécu là, des intègres de gens qui n'ont pas fonctionné, des intègres de gens qui ont fonctionné, de la tech qui n'a pas fonctionné, un market share qui nous a ouvert des opportunités incroyables. Moi, selon moi, les acquises de Lightspeed ont été très, très bonnes. Mais à l'interne, de le vivre à des centaines, voire des milliers de personnes par année, c'est spécial. Là. OK. Fait que, attends un peu. Mini parenthèse, dans un monde parallèle, j'en dirai pas plus, là, mais on aurait pu être collègues. Ouais. Fait que, Snipcart, Lightspeed. Ah, OK, il y a eu des talks. OK. Mais rien qui s'est concrétisé. Je comprends. Fait que ça aurait été drôle. Sinon, quand ça s'est... Toi, est-ce que tu avais des shares en Chronogolf ou... Oui, quelques-unes, mais tu sais, je veux dire... Fait que ça a fait partie de tes mécanismes de compensation. Absolument. Puis... Ouais. Puis on a eu des beaux packages chez Lightspeed après, des beaux rôles. Il y a eu un ajustement de titre basé sur leur convention, si tu veux. Il y avait comme une échelle. Il y avait une échelle, on est venu fitter là-dedans. On a eu des beaux stocks juste après le IPO de Lightspeed. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'était un beau incentive aussi. Fait qu'on était très motivés, non seulement côté financier, mais surtout sur le côté, on va leur apprendre a thing or two. Là, en mode, on a réalisé quand même rapidement que eux, c'est une machine incroyable de marketing. Là, genre, des dizaines de milliers de leads par mois, là, genre, ça n'a aucun fucking sens. Là. Mais avec nous, on est arrivé. Comme le des canaux, le SEO. Exact. Il en parle beaucoup dans les earnings calls. Inbound marketing, c'est mastered là, de A à Z. Mais c'était le seul canal. Fait que nous, quand on est arrivé, on était plus upmarket, on faisait du ABM, on faisait notre version d'ABM, on faisait un peu d'outbound, on faisait du partnership, on était très diversifié. Fait que s'il y a des mois, quelque chose était down, on pouvait turn up un dial. On pouvait jouer un peu avec nos canaux pour jamais être dans une situation où on est comme, OK, mais on est à la merci de ton cost per lead ou de l'environnement macroéconomique qui peut aussi impacter la compétition puis ce qui se passe. Fait que, c'est intéressant ce côté-là. Je me demande si, parce que là, ça semble tout relativement positif, là, la manière que tu rencontres l'histoire. Ouais. Ça a été quoi les plus gros contrastes que tu as vécu, qu'ils soient positifs ou négatifs, entre ton expérience chez Chrono puis quand tu as été acheté par Lightspeed? Écoute, je pense, dès que tu passes d'une boîte de genre 50-60 personnes à une business de 1000 personnes à ce moment-là, on a dû ralentir notre exécution quand même drastiquement. Puis il y a eu un petit moment où on était indépendant, fait qu'on a continué, puis même CRM indépendant. Mais il fut un certain point, eux, ils se sont dit, all right, on va les intégrer, pas nécessairement internal system, mais plus du côté process, teams, les équipes vont flow dans les équipes. C'est ça qui a commencé à créer des genres de ralentissement d'exécution. Ça a été le truc le plus tough, je pense, de plus être capable d'être lean puis d'être rapide sur « Hey, on veut faire ça ». C'est drôle parce qu'avec Vasco, présentement, je reviens à ça puis ça fait 7 ans que j'ai pas vécu ça. T'aimes ça? Ah, j'adore. Dans une salle, juste genre « get shit done », là, c'est assez... c'est charmant, là. Genre, moi je trippe. C'est excitant. C'est quoi le mot que je cherche? C'est genre énergisant. Vraiment, ouais. Mais ça a été un gros truc de plus être capable de faire les calls puis de dire, OK, mais ça, on fait ça sans passer par un certain approval chain. T'étais quand même plus jeune. Est-ce que t'avais la maturité... Zéro. De comprendre pourquoi tout ça se passait? Ça te gossait. Moi, je suis allé trop en mode bulldozer. Là. J'ai froissé des gens dans le mauvais sens. Puis, on se parlait de trucs que, genre, tu ferais différemment. Ça, c'en est un. Là. Je me remets là, puis je me dis, check, j'aurais pu approcher des situations différemment. J'aurais pu garder des relations un petit peu plus
saine, Ouais. au lieu d'être comme non, on fait ci, on fait ça, puis pourquoi tu veux pas le changement? Non, c'est comme on va prendre 2 minutes, là. Il y a personne qui sauve des vies ici. Là. on vend du software. Là. Fait qu'on, ça m'a amené un genre de stress à job de plus de relations, tu sais, de comment je dirais ça? Manager un peu le social. Manager le social, mais c'est là que j'ai commencé à apprendre ça. Puis, tu sais, j'ai fait ça après beaucoup mieux, je pense. Puis, mais c'est cette partie-là de comprendre, OK, tu sais, je peux pas aller de même dans des meetings puis d'être genre, non, on fait pas ça, on fait. Tu sais, ça marche pas. Là. Fait que ça a été drôle quand même. Fait que non, pour revenir à ta question, j'avais pas la maturité, mais j'avais l'ouverture, par exemple, de comme m'ajuster, si tu veux. Puis les upsides, les gros avantages, je sais pas, je pense à les avantages sociaux, lieux, activités, vacances. Ça a-tu pris un bump quand vous étiez rendu chez Lightspeed? C'était malade. C'était incroyable. Okay. Lightspeed, je veux dire, c'est... Au Québec, tu sais, je connais pas mal tous les business de ce size-là. La culture qu'ils ont réussi à mettre en place, la culture de vente, tu sais, on fait un sales summit à chaque année. On faisait un sales summit à chaque année en personne. Tout le monde d'Australie, d'Europe venait à Québec ou à Saint-Sauveur. Là. Nice. Tu sais, puis tout le monde avait hâte de se voir. Tout le monde avait une belle énergie de comme... On veut rendre la business successful. Puis ça a amené un vibe de genre we're going to the moon, puis il n'y a personne qui nous arrête. Ça, c'était pas notre vibe chez Chrono. On était plus tactique, puis on construit une business systématique qui va bien fonctionner. Mais chez Lightspeed, c'est comme on pète tout, là, rah. Puis ça a été cool, ce côté-là. C'est important, tu sais, à un certain point. Culture, c'était JP Chouet qui était CEO quand tu étais là? Il était président quand j'étais là. C'était encore Dax qui était CEO. Puis, JP est passé CEO vers la fin de mon tenure chez Lightspeed. Bon. Dirais-tu que vers la fin de ton tenure sur Lightspeed, si tu avais à dire la culture chez Lightspeed, elle penchait de quel côté? Sur produit engineering, sur marketing, sur vente, sur culture et RH, sur, tu sais, y a-t-il une ascendance dans la culture Lightspeed? C'est tellement une bonne question. Trucs, ben oui, complètement, mais je pense que le truc qui a été le plus difficile, il y a eu 2 dimensions difficiles à gérer. Premièrement, COVID. Tu passes d'une business in-person qui a une énergie de sales floor énorme. Fait que, tu sais, mettons, je répondais à ta question il y a 3-4 ans, même, Colin, déjà 5 ans. Ça serait énorme énergie de vente, produit qui s'améliore, mais c'est une compagnie de sales. C'est go-to-market. COVID arrive, les acquisitions arrivent. Fait que des business qui sont plus product-led, qui sont plus self-serve, puis t'es comme, OK, mais il y a moins une énergie de vente. Fait que là, il faut blender ces gens-là de la maison. Parce que c'est COVID. On fait des summits virtuels où les gens, c'est awkward as fuck. Là. C'est bizarre de faire des sommets virtuels que tout le monde clappe de même. Non, ça marche pas. Puis surtout pour une business qui lean depuis toujours sur leur modèle de vente. Sur cette culture-là de comme tout le monde. Écoute, j'ai jamais vu là, un sales floor avec des gens qui restent un vendredi soir parce que leur collègue n'a pas encore hit target. Il est 9h le soir. Pour aider. Puis ils sont comme, OK, envoie-y ça, puis ils restent là, puis quand la personne hit, puis le pod a hit ou le département a hit, là, ils peuvent célébrer. Je t'en parle, j'ai des frissons. Je trouve que c'est dur à faire, puis on fait une job fantastique de créer cette dynamique-là. Mais ça, c'est une culture qui s'est développée aussi à travers l'arrivée de Chrono Golf, right? Parce que la vente était... OK, mais j'avais l'impression que le côté vente pure et dure était moins fort chez Lightspeed. Écoute, c'est que c'était tellement des bons leads parce qu'ils étaient tous chauds. C'était des leads qualifiés qui arrivent, qui Google POS System. Là. Fait qu'ils arrivent puis ils veulent acheter. Fait que leur équipe de vente, c'est du gros volume. Là. On vend... faut vendre une couple de deals par jour. Là. C'est pas... fait il y avait déjà cette culture-là de comme sales. Nous, on a amené un volet plus diversifié, mais il y avait déjà cette culture-là de... Ouais. Je comprends. Qu'est-ce qui fait que tu move out?
move on. Ouais, ben écoute, je veux dire, je pense, avec toute acquisition, il y a des changements, puis ça faisait 4 ans post-acquisition, fait que je restais un bon moment. J'ai passé de l'équipe golf à l'équipe Lightspeed Go-to-Market. J'ai eu des rôles de marketing, j'ai essayé des trucs, j'ai aussi créé pretty much l'équipe Outbound chez Lightspeed from scratch. Puis là, écoute, c'est dans tous les pays. Puis c'est un bon canal pour eux. Fait que ça, j'ai fait. Mais moi, je suis un builder, tu sais. Fait que quand je suis arrivé, je voulais faire ça. Je voulais créer une équipe. Je voulais qu'on établisse du outbound, qu'on établisse peut-être du ABM. Puis, vers la fin de mon tenure, j'ai pris un rôle plus revenue operations dans lequel j'ai passé du build plus au opération, mais en mode optimization. Puis c'est moins mon skill set. C'est plus, je suis plus un builder. Puis quand on arrive à une certaine maturité, moi, je veux le laisser quelqu'un le gérer, retourner dans un gros problème de business qu'on doit fixer. Puis encore une fois, l'amener à un point où on est comme satisfait avec ça. Mais pour runner le day-to-day, c'est pas moi. C'était pas mon vibe. Fait que pour répondre à ta question, quand je suis arrivé à ce stade-là chez Lightspeed, je commençais à m'ennuyer un peu. Je commençais à être un peu plus ouvert aux opportunités. Puis, autant que j'avais du fun avec mes collègues, puis ce qu'on essayait d'accomplir, c'était rendu on a passé du growth à la profitabilité aussi. On a commencé à parler des EBITDA positifs, puis de break-even, puis moi, mon rôle a passé de ça à comme faut juste tracker payback period, puis s'assurer que tout est on track, puis que si on est un mois trop tard, ben faut peut-être checker qui on va let go, puis c'est un autre vibe. Là, fait que c'est là que j'ai commencé à checker les opportunités ailleurs. Ouais. Ta prochaine opportunité, SumUp? Oui, SumUp. En 2-3 lignes, c'est quoi SumUp? C'était quoi ton rôle là-bas, toi? C'est pas super connu, mais c'est le elevator pitch facile, c'est le Square de l'Europe. C'est un payment processor d'Europe qui a un super beau device. Ils font du online banking. C'est vraiment une belle business en énorme croissance. Puis mon rôle, c'était Head of Global Revenue Operations, mais avec un volet beaucoup plus croissance. On doit engager, on doit restructurer le CRM, on doit créer un canal de field sales, ce qui est un truc que je me suis quand même beaucoup impliqué. Fait que ça a été un gros rôle stressant, mais avec un volet tellement de building que moi, je me suis un peu remis dans ce vibe-là de OK, on construit quelque chose. Même si c'est une grosse boîte, le mandat était quand même très intéressant. Là. Explique un peu créer une équipe ou un système de field sales. Ça veut dire quoi? Puis ça ressemblait à quoi? Dans le domaine du paiement puis de la fintech, c'est une approche qui est quand même courante, d'engager des gens qui cognent aux portes littéralement des commerces. Ils écrivent pas juste des courriels, ils font des pas sur leur Apple Watch. Exactement. C'est exactement ça. Puis c'est cool parce que c'est très tangible. On voit la performance. Si quelqu'un qui arrive, qui vient cogner à ton magasin puis qui n'est pas capable de se présenter comme il faut, c'est du cold. Là. Tu ne reçois pas un lead chaud que tu dis OK, Frank va cogner à la porte, il va être super content de te parler. Là. Les gars se font tourner de bord des fois. Les gars, c'est dur à gérer, mais quand il y a un talent qui fit avec ça, puis un skill set qui fit avec ça, écoute, j'ai vu des ratios de performance incroyables. Un gars qui close 50 deals en un mois parce qu'il rentre en quelque part, puis tout le monde l'aime. Il y a un swag, il y a un charisme incroyable. Puis le field sales, c'est la seule façon que tu peux showcase ça. Là. Au téléphone, t'as beau être... même Zoom, exactement. Puis tu parles un peu de football ou de golf ou comme... le small talk, mais en personne, il y a une énergie qui se pogne. Est-ce que, Alex, on pourrait faire l'argument que c'est comme plus coûteux à déployer comme canal ou comme force de vente des field saleswomen que justement là, des outbound plus classiques là, de emails. Ouais, tu penserais ça, mais non. Parce que le modèle qu'on avait chez SumUp, qu'ils ont toujours d'ailleurs, c'est un modèle de freelance. C'est pas des employés de la business, c'est des consultants. C'est des gars qui viennent avec une expérience dans le domaine de la fintech incroyable, mais ils veulent pas travailler pour une compagnie. Fait qu'eux, ils font leur petite route, ils nous amènent des leads, ils les closent, mais c'est pas des employés. Fait qu'on les paie juste à la commission,
pas de salaire de base. Fait que tes coûts augmentent avec le revenu. Là. C'est une corrélation directe. Fait que c'est facile à scaler dans le sens où ta seule variable, c'est d'en engager assez. Ton CAC, c'est ta commission. Puis écoute, tu as un peu d'OPEX de genre licence Salesforce pour qu'il mette son lead dans le CRM, mais c'est limité. Fait que c'est très scalable dans le sens où... Toi, tu n'avais jamais fait ça? Ben, je l'avais fait chez Lightspeed, mais avec des full-time employees. Ça, c'est high cost. Aussi, on a fait ça. Resto, mettons. Ouais, c'est ça. Ils rendent un peu Toast aux US qui font exactement ça. Ouais, c'est ça. Ben, eux, c'est leur modèle. Ils ont scalé sur un modèle de field sales. Genre, ils cognent aux portes au resto puis ils vendent des toasts. Mais ils ont fait une job incroyable, eux autres, d'ailleurs. Mais... C'est quoi Toast? Explique-moi c'est quoi. C'est un logiciel de resto, un peu comme Lightspeed, mais... ils ont réussi à créer un brand awareness avec le field sales incroyable. Ce qui est un peu ce qu'on essayait de répliquer chez Lightspeed. SumUp, on suit tout le modèle Toast dans l'industrie FinTech ou POS. Ils ont plus de search volume branded à cause de leur field sales à des ratios incroyables. Donc, parce que c'est intéressant. C'est fou, là. Le halo effect de leur présence. Fait que tu peux quantifier, tu peux dire, OK, le CAC est élevé, mais le halo effect que ça a sur performance marketing, incroyable. Ah, puis là, ça devient tough à attribuer. Ça devient tough à attribuer, mais je pense que tu acceptes à ce moment-là qu'il y a une complexité dans ton attribution engine, que tu es comme, check, on va juste. Tu sais, grosso merdo, là. Ouais, non, je te file. Ouais. C'est malade, ça, dude. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis c'est comme une dimension super alien pour moi, là, parce que je l'ai jamais faite. Ouais. En fait, c'est pas vrai. À un moment donné, j'ai eu une job de. Fallait aller cogner à la porte du monde, leur vendre des massages. Là. Ouais. T'es sérieux? Hey, dude. Ben voyons donc. Je l'ai jamais compté sur le pod, ça. Je vais raconter vite, là. Grosso modo, man, 19 ans. Ouais. J'étais un bon fuckboy. Je m'entendais pas avec ma maman. J'ai dit, je m'en vais d'ici, je m'en vais dans un. Elle dit, parfait, je vais devoir t'aider à te trouver une chambre. Puis là, j'avais une chambre dans un sous-sol moldy à Sainte-Foy. Ouais, est-ce qu'il y avait comme d'autres chambreurs. Puis il fallait que je rembourse le premier mois à ma mère. Il fallait que je rembourse 700$ pour pouvoir rester là. Puis je te jure, j'y repense des fois tout seul. 700$ pour une chambre à Sainte-Foy? C'était ça quoi, plus autre chose que j'y devais. C'était 2 mois déjà payé. Je me rappelle plus c'était quoi, mais le chiffre, c'était 700$. Okay. Puis je me rappelle, man, c'était 700$ là dans ma tête. Là, c'était genre ma vie. C'était genre l'objectif de ma vie. Puis là, je m'étais dit, parfait, je m'en fous, genre, je vais lui prouver que je suis indépendant puis que j'ai pas besoin d'elle, whatever. Je vais me trouver une job, puis comme je vais faire au moins ce cash-là, lui payer, puis après ça, figure out qu'est-ce que je fais pour la suite. Je me suis trouvé une job comme... j'ai appliqué à plein de places. Là, t'as aucun skills, aucun réseau, aucun rien. Puis c'est ça, ils m'ont engagé, puis c'est une genre de place que t'arrives le matin, puis c'est comme, alright, cette semaine, ce qu'on vend à la porte, tu sais, X, mettons. Ah, là, ça change à chaque fois, genre? Ben, il me semble que oui. Ouais, parce que c'était pas une business de massage, tu sais. Fait que là, OK, voici les certificats que vous avez à vendre, voici comment vous faites le pitch. Vous allez être matché avec genre un mentor, mais vous allez faire des portes, vous autres, pareil, tout seul, les juniors. On se rejoint à midi, genre à l'épicerie, manger tout le monde ensemble, débriefer, pis tout ça. Grosse énergie, pis tout. Quand même cool, ouais. Ah non, moi, man, dude, c'était genre la fin du monde pour vrai. Pour moi, là, genre, j'étais nul à chier. J'étais petit dans mes culottes, j'étais insécure. Je cognais à la porte, man. Des fois, je voyais les yeux des gens, genre, me niaises-tu que t'es en train de cogner chez nous? C'était un peu moins pire il y a genre 15 ans là, de cogner à la porte à quelqu'un. Aujourd'hui, imagine, tu sais. Et là, c'est que c'est du B2C en plus, là. Ah, tu vas pas vendre un logiciel, là, t'es comme... Tu cognes à la porte de quelqu'un qui est probablement en train de faire son jardin en arrière. Son enfant, man. Genre, tu comprends? Je veux dire, tu sais, genre... 100%. Fait que, je me rappelle, j'ai fait la première avant-midi. Puis là, je voyais le monde là, qui se rejoignait au métro. Là. Ouais. Puis j'ai checké, voir. J'ai attendu un peu qu'ils étaient tous dans un coin, dans un angle mort. Là. Puis je me suis sauvé. Je suis jamais revenu. Ça a été mon vibe, ça, quand même. Mais après, j'ai fait de la prospection à l'Industriel Alliance. Puis ça, au téléphone. Ça t'apprend. Mais d'où de la distance, là, entre. Tu sais, je cognais pas chez quelqu'un, j'étais juste au téléphone, il me raccroche au nez, qu'est-ce que tu veux. Genre. Whatever, là. Fait que c'est ça. Il y a pas d'intimidant d'avoir la personne devant toi, là. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont capables de faire de la vente très hardcore comme ça. Fac, toi, la data puis les leads, parce que ça, c'est ces personnes-là que t'as, les field sales, là, ils vont pas cogner à des portes de commerce random, là, tu comprends? Il leur faut une genre de liste 100%. De leads, il leur faut... Toi, est-ce que tu étais responsable de collecter cette data-là, la nettoyer, leur envoyer? Comment ça se passait dans le business? Ça, c'est un volet de ce département-là, dans le fond. C'est mettons,
tu le résumes en list building, tu sais, ou data enrichment. Ça, c'est un volet important parce que, disons, tu t'assures que les leads sont déjà qualifiés, que leur route est mappée, qu'ils ont déjà un certain flow à suivre. Ça augmente le output. Là. Ça, c'est qui faisait ça, maintenant? C'est notre équipe. On avait 2-3 coordonnateurs, si tu veux, qui s'assuraient de créer une liste. On allait chercher le data un peu genre Zoom Info. On va curater, si tu veux, la liste, puis l'envoyer. Exactement. Ouais. Puis ils ont déjà un peu... là, c'est des trucs qu'on essaie d'ajouter vers la fin de mon tenure, mais des critical events, un peu comme il y a un article qui est sorti. Fait que quand il arrive, il va dire hey, j'ai vu l'article, donner un peu de contexte, ajouter un peu de chaleur à l'approche, pas juste en mode salut, tu veux-tu acheter mon logiciel? C'est comme essaie d'ajouter un peu. Un peu de personnalisation, de chaleur autour du truc pour que ça soit pas aussi... que ça devienne un peu plus organique, en fait. Ouais. Tu fais... Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de cette expérience-là? Tu sais, c'était-tu... on dirait que je sais même pas t'es où dans le monde. T'es-tu assis chez vous remote? T'as-tu déménagé? Ouais. C'était où SumUp là, pour toi? Parce que t'as dit que c'était le Square d'Europe. Ouais, ben SumUp, c'est ça. Tu sais, le rôle, c'était oui, beaucoup de field sales, mais beaucoup de... Écoute, fallait migrer 4 CRM en un. C'était le bordel. Là. Fait que le field sales, c'était probablement mon projet le plus fun à scaler. Okay. Mais après, tu sais, on a refait un pricing exercise from scratch de tous nos produits. Fallait migrer, comme je dis, 4 CRM en un. Fallait tout réorganiser nos définitions, le data model à l'interne. Mais ce qui était cool de ça, c'est que j'étais basé à Barcelone puis à Londres pendant près d'1 an. OK. Fait que, tu sais, j'ai pu... Les deux, genre? Ouais, les deux. Ben, j'étais censé avoir un visa pour Barcelone. Ça n'a pas fonctionné. Fait que je splittais le temps basé sur quand mon visa de touriste finissait. Je partais, j'allais un autre 3 mois à Airbnb. Je revenais, fait que c'était taxant, par exemple, là, comme tout le temps dans les bagages. J'étais à Berlin à chaque semaine en mode As-tu expérimenté les HQ. underground clubs de Berlin? Non, même pas. J'ai failli aller un moment donné parce que je suis pas trop un gars IDM. Fait que j'étais comme, je vais-tu faire une crise d'épilepsie la minute que je rentre là? J'ai pas pris le risque, là, mais j'ai eu du fun, tu sais. J'ai eu du fun. Puis là, t'es-tu... OK, est-ce que ça, là, l'espèce de... l'exotisme des locations où est-ce que tu aurais travaillé avec SumUp a joué dans un peu... Complètement. Ouais, ah ouais, OK, c'était comme... C'était ça, en fait. C'était comme, let's go, je veux vivre ça. Genre. Absolument. Okay. Tu sais, moi, je le voyais positivement tu sais, apprendre un marché, c'est pas juste comment on vend là-bas, c'est aussi comment tu gères tes employés là-bas. J'avais une équipe assez massive. Ouais, c'est intéressant. Tu sais, comment on fait nos one-on-one, comment on discute, comment les gens veulent se faire rémunérer ou mesurer sur leur performance ou même called out, tu sais, dans des meetings, il y a des gens qui cherchent un peu la reconnaissance. Puis c'était une dynamique. Ou la confrontation. Ça, j'en ai eu. Ça, j'en ai eu. Ouais, ça, ouais. Ah ouais, mais écoute... Mais là, c'est des Espagnols ou des UK à base, les autres? Mais le HQ, il est à Berlin. OK, c'est des Allemands à base? C'est des Allemands, c'est une compagnie allemande. Okay. Mon boss, c'était le co-founder. Okay. Incroyable, le gars. Là. Vraiment incroyable. J'ai une relation avec lui. On se challengeait beaucoup, tu sais, parce que lui, il a un background très private equity, banking. Okay. C'était le CFO. On a engagé un autre CFO. Lui, il a bougé à juste un genre de co-founder électron libre. Ouais, genre. Fait que, tu sais, il s'impliquait un peu partout, puis il amenait un peu son contexte. Puis moi, je faisais l'opposé, tu sais, moi, je voulais restructurer. Fait que j'ai amené des trucs, des complexités, mais, tu sais, j'aime beaucoup les gens qui refusent pas la complexité. Quand il y a un problème avec une profondeur, ils font pas juste dire, OK, mais on va shipper ça à produit. Là. C'est comme qu'on va faire un... C'était ça le mindset. S'il y a un problème, on va se mettre dans une salle, pas de meeting pendant une semaine. J'ai fait ça une couple de fois. Là. On coupe le day-to-day de tout le monde qui sont impliqués puis qui amènent une valeur incrémentale assez importante. On les met dans une salle puis on ne sort pas tant que le problème n'est pas résolu avec un plan concret. Fait que ça m'a amené un mindset là, vraiment un peu beaucoup différent, je dirais, de Lightspeed, plus en mode OK, si on a un truc à faire, il faut le faire là. Parce que le coût d'opportunité de ne pas le faire, puis ça va backfire, tu sais. Okay.
Fait que ça a été probablement un des trucs les plus cool professionnels, mais tu sais, côté personnel. Vivre à Barcelone à 20 degrés, soleil tous les jours. J'avais un appart devant la Sagrada. C'était malade. Ouais. C'était vraiment cool. Là. Il y a Antoine... Gagné? Antoine de Hypercroissance. Antoine, j'ai mal prononcé ton nom, je m'excuse. Qui, lui, il a fait le move carrément. Il a déménagé à Barcelone. Malade. Il disait que genre le lifestyle et le rythme était bien. T'étais-tu célibataire à l'époque? Non, je suis fiancé. En fait, je me suis fiancé à Barcelone. OK. Avec une fille de là-bas? Non, ma fiancée est américaine. OK. On s'est rencontrés au Mexique. OK. On a déménagé à Montréal. Ensuite, j'ai vécu au Texas, à Houston. C'est là que sa famille habite. Puis on a bougé à Barcelone. Je l'ai amenée partout. Là. Fait qu'elle est venue. Je l'ai drag. Ouais, elle est venue avec moi. J'étais comme, mettons que t'es en couple avec une personne steady. Ah ouais, 100%. C'est tough, là. Mais elle est bonne. Elle m'a suivi là-dedans. Et t'as travaillé sur Remote, elle? Ben, elle travaillait. Elle était psychologue. Elle avait elle a un master en psychologie. Puis elle travaillait dans une école comme school counselor aux US. Grosse job tough là. Fait que elle a lâché ça, elle a rentré en tech chez Lightspeed. Je l'ai fait rentrer chez Lightspeed. C'est fort. Okay. Fait qu'elle a fait 1 an là, puis quand on est parti à Barcelone, elle a dû lâcher Lightspeed. Puis là, elle faisait du freelance, content creation pour des business en restauration. Elle voulait vivre l'expérience aussi. Ben oui. Puis moi j'ai dit check, tu trouveras quelque chose on the side, on s'en fout là, on va aller vivre le rêve un peu pendant une couple de mois, mais c'était plus ou moins ça parce que j'étais tout le temps parti. Elle, c'était malade, mais moi, j'étais à l'aéroport à chaque 2-3 jours. Ouais, d'un bagage rough, comme ça. Tu dis, exact. Takes a toll. Fun question un peu random. À Houston, t'as vécu combien de temps? Près d'1 an. Près d'1 an? T'es allé tirer du gun? Non. T'es jamais allé tirer du gun au Texas? Non. La fois que j'étais allé à Houston, j'ai fait ça. C'est sûr. T'as pas le choix. On dirait à chaque fois que je vais dans une place où il y a un truc qu'il faut que tu fasses, je fais genre pas du tout cette chose-là. Là. Alright. Fait que là, tu fais ce que t'as à faire chez Soma. Puis, c'est-tu après, pendant, avant que tu commences à devenir aussi un aviseur, un advisor pour les startups? Avant. Ça a commencé avec une belle business québécoise qui s'appelle Planned, qui est une business c'est un SaaS qui organise des événements. Puis c'est à travers Chronogolf, c'est à travers Guillaume qui avait investi dans Planned, puis il m'a positionné comme un advisor pour eux. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai commencé à chercher un peu à faire ça avec d'autres business. J'ai commencé avec Lexup, qui était une convo que j'ai eu, une intro, je me rappelle pas, mais vraiment organique. Je pense qu'il m'a juste écrit sur LinkedIn après que notre histoire de Chronogolf soit apparue dans un livre de Aaron Ross, The Predictable Revenue. Il avait écrit un article parce que nous, moi et Guillaume, on l'avait utilisé puis on l'avait fait à succès. Fait que, il m'avait trouvé dans cet article-là, puis il m'a écrit. Puis là, j'ai commencé à demander dans mon network, tu sais, qui a besoin d'aide. Puis pour vrai, au début, il y avait 0 rémunération. Mais pourquoi, Alex? Parce que je trouve qu'on a vraiment des beaux SaaS au Québec. Puis je trouve que il y a comme un gros mur entre le SaaS growth aux US, Silicon Valley, les méthodes de croissance, puis ici, on dirait qu'on est isolé des concepts, des best practices, puis ça devient de moins en moins le cas, mais recule un 5-6 ans, même plus que ça, c'était moins le cas, tu sais, on comprenait pas tant comment croître, puis écoute, Lexup, on avait engagé un SDR, puis je coachais le SDR, je coachais un peu côté marketing de contenu, fait que c'était, Mais pourquoi tu cares? Ben, je voulais give back, là. Je voulais give back. Je trouvais que c'était un angle aussi le fun d'arriver dans une business avec une connaissance qui était quand même approfondie, mais de la turn en comment je dirais ça? L'adapter un petit peu. L'adapter, mais aussi le voir en action ailleurs, puis que ça fonctionne, puis que les founders soient contents. C'est un excellent feeling. Oui, vraiment. Puis ça n'a pas besoin d'être cash-related. Là. Moi, c'était comme, j'allais là, on allait souper ou on se faisait commander de quoi, puis on faisait une session de 2-3 heures en mode on restructure le CRM ou l'équipe, on crée un complan, des trucs tactiques dans ce temps-là, puis ça a plus evolve, mettons avec Jameo, dans un côté plus stratégie, advising, moins tactique, plus stratégique, ce que j'adore aussi. Mais c'est comme tu dis, c'est un bon feeling de juste
give back un peu le knowledge, puis le partager, puis j'haïs ce mot-là, là, mais le démocratiser un peu. Ouais. Comment tu dis oui ou non à une startup qui voudrait ton aide comme aviseur? Je dis pas non. OK. C'est juste ma capacité à le prendre qui change. Ta disons, bande passante un peu? Là, c'est ça. Si je donne 1 heure par mois, il y a une façon de le structurer. Je le fais plus, mettons, aussi fréquemment qu'avant. Puis j'essaie de faire un petit modèle de, mettons, de stock options ou de peut-être une petite banque d'heures ou quoi que ce soit. Mais des petits upsides pour des toi. Des petits upsides, juste une façon de motiver puis d'avoir un genre de kickback qui est le fun, mais qui c'est pas de la motivation principale. Pour eux autres exactement. Ouais, on s'en reparlera offline, je serais curieux. Ben oui. Tu m'en parles plus. 100%. Ça serait peut-être pertinent pour moi. Parfait. OK. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ben oui. Allons-y. Vasco. Ouais. Ça vient de... C'est quoi le nom du Vasco da Gama. Vasco da Gama, merci. Je pense qu'au Mont-Saint-Sacrement, l'école privée à laquelle j'allais, à Valcartier, c'était ça. C'était une quote de Vasco da Gama. Mais oui. C'est anyway. fort probable. Fait toi, tu investis là-dedans. C'est-tu Guillaume que là, lui, il sort de Lightspeed, il start quelque chose. Toi, tu dis, je veux mettre du cash. C'est exactement ça. C'est ça? Spot on. Guillaume est parti de Lightspeed parce qu'il voulait recréer. T'sais, Guillaume, c'est un builder, c'est un créateur de business. Lui, c'en est un autre qui a faim. Ouais, vraiment. Le absolument. premier que j'ai fait avec. Ah oui, tu le vois assez rapidement, son mindset. Donc, oui, j'ai mis du cash en mode safe. Il a fait un Friends and Family Round. Cool. Il a amené quelques investisseurs aussi plus crédibles. Puis moi, je veux dire, c'était mon domaine aussi. T'sais. Vasco, c'est un produit qui fixe beaucoup de mes problèmes. Mm-hmm. Fait que, de un, je pouvais m'impliquer pour aider un peu à avoir du feedback sur, bon, c'est quoi les problèmes que moi j'ai expérimenté chez Lightspeed, puis chez SumUp. Un peu quasiment. Exactement. Ouais. Fait que j'ai fait une couple de user interviews, puis j'utilisais le produit. Je l'ai positionné aussi à quelques business où je pensais qu'il y avait un fit. Puis, c'est ça. Fait que c'était en mode passif au début, ouais, c'est ça. Okay. Puis là, qu'est-ce qui fait... Y a-tu quelque chose qui se passe ou un feeling que t'adoptes de « Hey, ça sera pas juste être investor, je vais actually faire le prochain stretch de ma carrière là. » Ben, c'était donné, ça, je pense. Moi, je l'avais dit à Guillaume dès le départ, quand le produit arrive à une certaine maturité, parce que, évidemment, si j'étais rentré là dès le début, je me serais tourné les pouces. Là, j'aurais aidé à drafter le produit, mais je suis pas dev. Là, j'aurais été un peu useless dans le sens où Guillaume a déjà tellement une connaissance en profondeur de cette industrie-là. Puis on donne un peu avec du user interview. Il y avait le contexte nécessaire pour aller chercher ce qu'il y avait besoin pour le product context, le MVP, exact. Donc, mais j'avais dit à Guillaume, quand on arrive à un point où on a une maturité, puis Guillaume, c'est un des bons chums, on allait souper, on est resté vraiment en contact. À chaque fois, je disais, bon, on est où là? Moi, je serais parti de SumUp. C'est pour ça que je suis parti de chez SumUp, en fait. Puis je suis revenu à Montréal. Mais si j'avais été ailleurs, puis je serais parti de peu importe la business pour aller chez Vasco. Principalement à cause de l'équipe fondatrice et de ton lien, à cause de la nature du produit, à cause de toutes ces raisons-là, plus une autre. Je pense que, on s'est parlé de ça sur notre appel la dernière fois, mais on a une opportunité de catégorie. Puis je sais que t'es sceptique là-dessus. Puis c'est normal parce que c'est un gros call-out, mais on est dans une ère où go-to-market est toujours désorganisé. Les gens utilisent des spreadsheets, les gens utilisent Data Warehouse, ils envoient ça au BI, puis il y a de la manœuvre de données qui se fait. Il faut que tu engages des ingénieurs, il faut que tu engages des data analysts, des interns qui vont essayer de manœuvrer tout ça. J'ai vu chez Duda, là, c'était all over the... Puis plus la business est grosse, plus c'est un problème. Plus il y a de monde qui le gère. Puis plus il y a l'impact de mal dépenser tes bidous. Exact. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Puis il y a une croissance nécessaire. Si t'es, mettons, une série A, série B, t'as des critical events. Puis même si t'es bootstrap, je veux dire, c'est pas vrai que c'est juste
passif en mode, moi, je suis correct avec 2% de croissance annuelle pendant 50 ans. Là. Arrête, là. Tu veux exit quand même. Arrête. Tu veux, mettons, un 15-20%. Tu as la même motivation à créer une business sustainable, peut-être, mais... Être bootstrapper, ça ne veut pas dire ne pas vouloir croître. Exact. Je pense que c'est l'ampleur et la vitesse qui changent. Voilà. Attends, mais tout le monde veut croître. Ah, puis il y a un stress énorme d'être VC-backed, puis ça amène un vibe qui est différent, mais l'essence de la croissance, même s'il est un peu différente, reste quand même la même. Puis, rentrons là, dans la catégorie. Le category creation. Ouais. Tu vas voir les Rob Walling de ce monde avec Startups for the Rest of Us et d'autres qui vont dire oublie ça, c'est pas une bonne idée. Les référents psychologiques des gens ils vont pas être capables de te mettre dans une case décisionnelle. Absolument. Ça va être compliqué de te comparer, etc., etc. Fais-le pas. Ou fais-le pas si possible, mettons. Ouais. Pourquoi toi, tu penses que pour Vasco, c'est une bonne idée? Il y a plusieurs raisons. Je pense que la raison principale, c'est le fait qu'il y a déjà une communauté puis un marché qui se crée pour ce genre d'outils-là. OK, présentement. Fait que de un, on a des concepts comme Winning by Design que je te parlais. Winning by Design, c'est une méthodologie. Fait que c'est un gars qui a un background SaaS incroyable qui s'est dit, bon, je vais modéliser les concepts go-to-market. Fait que la customer journey de A à Z, de lead à MQL, à SQL, à opportunité, vraiment le flow complet. Il faut qu'il soit plus mathématique, il faut qu'il soit mieux tracké, il faut qu'il y ait un modèle derrière qui est prévisible, que tu sais quelles données regarder, tu sais c'est quoi tes SaaS metrics, sont bien indexés, tu as un glossaire avec vraiment toutes tes définitions et surtout, tu reportes dessus. C'est pas genre cassé à droite à gauche avec... Fait que c'est le concept d'organiser tes données, mais aussi ton réflexe de diagnostiquer le funnel avec des data sets en particulier. Là. Winning by Design, c'est un framework quadriciel, c'est une communauté aussi. C'est un framework et une communauté. Quand même grosse. Assez grosse, ouais, vraiment. Puis Pavilion, c'est un peu la même chose. C'est une communauté de leaders dans le go-to-market, puis revenus, puis une catégorie de communauté qui se crée qui s'appelle Revenue Architecture. Puis Revenue Architecture, c'est le concept de réorganiser puis solidifier l'infrastructure de la croissance qui vient d'organiser tes équipes, d'organiser le data, d'organiser la compréhension du funnel de A à Z. C'est très difficile. Ouais. T'as-tu l'impression, Alex, que c'est comme une genre de... Hey man, la première fois que Salesforce ont dit on est cloud only puis que le SaaS commence, ça fait quoi, 30 ans? Je sais plus. C'est-tu un cas de... Là, ça fait tellement des décennies qu'on le fait puis qu'on voit c'est quoi un beau go-to-market. Puis les différentes manières de croître, puis on sait quoi tracker, quoi pas tracker, que là, ça coalesce un peu dans un genre de... Ben là, il y a un playbook, là, genre... Fait que, tu sais, arrêtez d'y aller un peu YOLO. C'est un peu ça, genre... Ben, pense à HubSpot, Inbound Marketing. C'est ce qu'ils ont fait. Eux, ils en ont créé une... Ils ont créé une... Ben voilà, puis ils ont fait ça en évangélisant les gens sur le modèle Inbound Marketing. C'est vrai. Ils ont écrit du contenu, ils ont créé des workflows. C'était un CMS au début, HubSpot, puis ils ont étendu un peu sur la partie sales, mais petit peu par petit peu en éduquant le monde. Puis ils ont créé cette catégorie-là. Nous, c'est un peu la même opportunité qu'on a. J'ai tellement d'idées. HubSpot, se comparer à HubSpot, c'est ambitieux. C'est pas une critique, je souligne ça. Parce que c'est ça, créer une catégorie, c'est pas aussi facile que de juste lâcher sur une catégorie, trouver un gap dans cette catégorie-là, puis dire, nous, on file ce gap-là, prenez pas lui, prenez pas elle, prenez-nous, genre, comme solution. Là, pour créer une catégorie, c'est pas juste du produit qu'il faut que tu fasses. L'évangélisation de HubSpot que t'as parlé, man, je sais plus combien d'hosties, de conférences, blogs, podcasts, ils ont starté. Ils sont loud, là. Oui, puis moi, quand je suis rentré comme kid en marketing en ligne, HubSpot, les inbound marketing, j'étais comme... Oh my God! Genre, tu sais, c'était comme une révélation, genre, quasiment. Fait que là, toi, avec l'effervescence que tu vois autour du revenue architecture puis du RevOps, comment est-ce que toi, tu vas te positionner là-dedans? Vous allez faire du contenu? Absolument. Vous allez, genre, vous on est déjà... Vous allez, T'es spot on. Ce qui est important, c'est aussi d'être un thought leader, d'être un leader de voix dans cette industrie-là. Puis on est déjà... partenaire certifié de Winning by Design. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'eux nous positionnent avec tout le monde qui essaie d'implanter le modèle de Winning by Design. Fait que, tu sais, produit? Leur concept, leur workflow à eux, leur framework, il n'y a pas de façon de l'implanter s'ils n'utilisent pas Vasco.
Nous, on est le produit derrière. C'est tous ces concepts-là que, tu sais, il y a beaucoup de noise en ce moment. Ton gens tailwind, c'est ça. Là. C'est exactement ça. Puis c'est le fait que il y a un marché qui se crée déjà. Il y a 5-6 outils déjà que moi, j'ai découvert qui font la même chose que Vasco, mais sont 1 an derrière. Okay. Puis une des raisons pourquoi aussi j'ai vraiment confiance qu'on est dans la position d'être le leader de cette catégorie-là, c'est que notre vélocité de développement est juste unmatched. Okay. On a un outil de BI, on a un tableau ou un looker dans Vasco. On a une intégration directe avec le CRM qui donne le funnel en entier, un radar pour t'assurer que ton CRM est clean. On a fait ça en 1 an et demi. C'est comme... on release des trucs tellement fréquemment puis qui reviennent, ils rejoignent des problèmes actifs de gens qui sont comme, ils engagent du monde pour faire ça. Tu engages un ingénieur pour venir mapper ton funnel alors que tu peux juste le faire sans code avec Vasco après une journée d'intégration. Là. That's it. Ce qui le challenge que je poserais en commercialisation, c'est probablement que, mettons, là, quelqu'un écoute ce pod-là, mettons, puis il va se dire, shit, c'est vrai que comme toute ma donnée marketing, elle vit plus, genre dans les Google Analytics de ce monde, que mon CRM de vente, il se parle pas assez bien avec ça, que je sais pas trop ce qui se passe, j'ai pas un big picture de mon go-to-market. Par contre, il me semble que tout mon go-to-market, passer du marketing aux sales reps, aux closers, aux customer success, tout ça, hey man, c'est gros, là. Fait que ça peut-tu sembler intimidant de dire OK, je vais tout mettre ça dans Vasco versus une partie de ça? Parce que la proposition de valeur du revenue architecture puis du RevOps, c'est que tu peux suivre tout sous une certaine ombrelle. Même si les choses évoluent pratiquement en silo, tu peux les suivre et les tracker toutes. Fait que c'est pas plug une partie de ta compagnie puis t'as toute la valeur du logiciel ou du framework. C'est plug plusieurs parties de ta compagnie dans la commercialisation, là, tu vas avoir la valeur. Fait que c'est-tu comme... c'est valide, absolument. Mais pense à ton CRM. Ton CRM a déjà tout ton data de top of the funnel. Tes campagnes marketing, le data flow dans ton CRM. Fait que la partie commercialisation au haut du funnel est déjà toute capturée. Là, les autres variables, c'est le point d'entrée. Le point d'entrée, on l'a de A à Z du keyword qui a été cherché. Ça, c'est dans le CRM. T'sais. OK, je suis tellement nouveau en CRM. Écoute, le drill down que tu peux aller chercher juste en faisant du basic setup, là, c'est le keyword qui a été cherché, le drill down, le canal, le sous-canal, la campagne, de tout. Fait que ça, pense mettons, à la progression du customer journey. Fait que tu as ton lead, puis toute l'info qui est associée à ton lead. Ensuite, à travers les étapes, c'est vrai que tu as d'autres sources, mais la source la plus importante, c'est ton outil de HR, où tu as le salaire, tu as tous tes coûts, tu as le tenure, fait que ça fait combien de temps que tu es dans ton poste actuel, t'es-tu senior, t'es-tu junior, tu veux venir cross-reference ça avec tes données de performance. Ça, tu peux pas le faire présentement. Tu peux pas syncer ce data-là nulle part, sauf si tu connectes un warehouse, tu viens manipuler ta data, tu viens l'aligner et tu viens la shooter dans un outil BI. Ouais, puis là, c'est du fignolage. Puis ça, c'est 50 000 chaque, là, ces outils-là, puis ça te prend quelqu'un pour le faire derrière, là, qui code, qui vient organiser. Donne-moi un exemple de... parce que là, je suis comme pas sûr que je comprends 100%. Donne-moi un exemple de la data qui va vivre dans un SIRH, comment elle peut être contrastée à la data qui va vivre dans un CRM pour savoir si... Sais-tu, ça me coûte trop cher d'aller chercher ces ventes. Peut-être, mais ça peut être encore plus granulaire que ça. Disons, t'as 10 reps, OK? Les 10 reps, ils ont 10 leads chaque par mois. C'est ça leur flow de leads, c'est ça qui a été identifié comme leur capacité. Tu dirais que tu es couvert à 100%, right? Tes reps que tu as engagés sont là pour le nombre de leads qui sont censés être capables de tackle dans un mois. Fait que ton coverage est à 100%. Coverage de reps pour le nombre de leads qui tackle. Fait que pour arriver à tes revenus puis tes buts de forecast, quand tu reverse engineer ça, tu as besoin de 10 reps à 10 leads par mois pour arriver à un taux de conversion, disons, de 30% à tes targets. Chaque quarter. Genre. Chaque quarter. La nuance de ça, c'est qu'est-ce qui arrive si tu as engagé 4 nouveaux reps le mois dernier puis que là, ton coverage est à 100%, mais tu n'as aucune idée que ton average tenure of rep vient de passer de 12 mois à 6 mois. Tu as des nuances à chaque stage de ton go-to-market qui
qui vient brouiller la carte des fois. Puis si t'es un bon vendeur, puis t'es un sales leader, puis t'arrives dans un meeting, puis t'es comme, non, on est couvert à 100%, puis t'as une belle narrative, puis t'as un bon swag, personne va douter de ce que tu dis. Fastco va venir uncover les vraies réalités, les vraies frictions qui sont pas juste en surface, mais qui sont plus creuses. Fait que l'outil d'ARH, c'en est un, mais ça peut être aussi speed to lead. Disons, SDR, ils n'ont pas qualifié assez de leads ce mois-ci. Là, on va dire, bon, ben, il n'y a pas eu assez de leads. Mais nous, on va creuser, on va aller voir, OK, mais là, speed to lead était down, il était up de 6 minutes à 14 minutes. La semaine dernière, c'est la rapidité que toi, tu vas aller appeler un lead qui vient de rentrer dans ton funnel. OK, fait que speed du vendeur. Speed du vendeur à aller chercher un lead qui vient de rentrer. Plus t'es lent, plus ils ont des chances d'aller acheter ailleurs. Parce qu'ils sont warm, ils ont probablement fait des form submissions ailleurs. D'aller chercher ce data-là, c'est plus un luxe. Là. C'est important pour comprendre sont où tes growth levers. Ou bottlenecks. Puis, là, parce que là, on a donné des exemples très sales. Là. Tu penses-tu que ça peut créer un sentiment de pas Big Brother, là, mais genre de surveillance granulaire un peu des performances des vendeurs? Absolument. Puis, mais c'est ça que c'est censé faire. C'est positif, ça? Mais c'est le end user, c'est le leader. Okay. C'est le CRO ou le VP Sales ou le VP RevOps que lui veut une photo objective de la business. Lui, il va aller au leader puis il va dire « Hey, j'ai vu que ça », mais le vendeur lui-même va pas... il va pas recevoir un ping Slack qui dit « Speed to lead is decreasing ». Ben, en même temps, en tant que Chief Revenue Officer, c'est ça que tu veux, toi, se figurer pourquoi on est plus slow. Puis là, tu vas créer une conversation dans ton MBR ou dans ton meeting avec tes leaders. Tu vas être comme check, j'ai vu sur Vasco. Monthly Business Review. Exact. J'ai vu sur Vasco que là, on est plus lent cette semaine versus la semaine dernière. On peut-tu essayer de. Moi, je trouve que c'est des conversations que tu dois avoir. Okay. Si tu as des leaders puis des gens qui trouvent qu'ils sont micromanaged en se faisant exposer des données qui sont censées être on top of, c'est un problème. Okay, fair. Après, si tu. C'est comme un niveau d'accountability. C'est exactement ça. C'est de bien diagnostiquer, garder les gens accountable pour les métriques qu'ils own. Fait que c'est un alignement qui est vraiment important dans le funnel. Puis là, en ce moment, je recreuse encore un peu dans le produit, c'est juste parce que ça m'intéresse vraiment. Ben oui. L'aspect marketing, mettons, est-ce que ça aussi, tu vas pouvoir avoir de l'insight là-dessus dans Vasco? Oui. Parce qu'on a beaucoup donné d'exemples sales. Ben oui. Mais je pense à, je sais pas, des campagnes de contenu marketing qui sont enhanced par le SEO en fonction du type d'intention de recherche ou de mots-clés que tu commences, des thèmes. Absolument. Genre, ça peut-tu jouer sur la qualité de lead ou, tu sais, il va-tu avoir ça va-tu aider à l'attribution marketing aussi? Oui. Ben écoute, tu peux tout tracker tes campagnes, tes sous-campagnes, tes ad groups, tout ce qui vit dans ton CRM que normalement... disons, en plus, tu as quelqu'un qui utilise HubSpot, puis utilise HubSpot Ads, puis HubSpot Marketing Hub. Tout est déjà dans HubSpot. Puis avec l'outil BI de Vasco, tu as accès à toutes ces données-là, mais tu peux les cross-reference avec un paquet d'autres affaires. Puis le reporting de HubSpot, parce que ça, je trouve que c'est une nuance importante, ne permet pas ce niveau de granularité. Il ne permet pas d'aller chercher des custom objects puis de les cross-reference de deal à compagnie, à contact. Fait que l'attribution n'est pas juste importante au niveau du lead puis du contact, elle est importante à travers le funnel. Puis même en rétention, expansion, ça, on n'est pas allé là encore, mais Vasco est surtout important parce que si tu ne suis pas tes campagnes puis tu réalises qu'un de tes canaux qui churn 2 fois plus haut que les autres, après 6 mois de lifetime, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis l'argent continue de rentrer là-dedans alors qu'elle n'est pas... Fait que tracker tes unit economics dans Vasco, fait que ton CAC payback, ton LTV sur CAC, par channel, le magic number, tu sais, ces trucs-là, c'est vraiment... C'est quoi magic number? Magic number, c'est le efficiency ratio de tes efforts marketing. OK. Fait que c'est un dérivé, si tu veux, du LTV sur CAC, mais qui est un petit peu plus real-time puis plus actuel. LTV sur CAC, de façon générale, c'est comme un indicateur... Un 3 pour 1, c'est pas pire, genre. Ouais, 3, 4. C'est un indicateur souvent de tu dial to back sur ton budget où tu dois invest un peu plus. C'est ça. Mais c'est un directional vanity metric dans le sens où intéressant. OK. Le payback prend aussi en compte ton cash flow. Il prend en compte aussi le fait que
même si tu as un LTV sur CAC de 4 puis tu veux réinvestir beaucoup de cash, mais tu as un CAC payback de mais tu as un payback de 25 mois, c'est Ouais. comme OK, là, j'ai peut-être pas l'opportunité d'être aussi agressif. Fait que je pense qu'il y a comme un. C'est pour ça que le magic number est important, Ça, mais c'est des métriques qui vont pouvoir être facilement surfacées sont dans déjà Vasco. dans Vasco. Puis quand tu fais ton setup, ton allocation, écoute, je donne des démos là, à des partners ou à même des prospects, puis les gens sont comme wow, OK, genre c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, on va en faire une. Vraiment. Mais oui, il y a une complexité. Mais la complexité, c'est un certain change management d'amener les gens à exécuter comme ça. C'est un manque de discipline. Voilà. Pousse en innocent, exact. Genre. Mais c'est la discipline des leaders d'être comme faut avoir ces conversations difficiles-là. Puis il faut avoir un degré de granularité quand on regarde le funnel de A à Z qui nous permet d'être objectif et non de Ouais, mais c'est qu'en fait, je vois quasiment une sandwich de pression qui vont amener ces leaders-là vers Vasco qui peut être votre thought leadership, le content ou les thèmes de revenue architecture puis de RevOps qui sont de plus en plus populaires, les communautés comme ça. Fait que ça presse. Puis d'un autre côté aussi, c'est juste comme yo, l'argent coûte de l'argent à cette heure, ça coûte plus 0 piastres à emprunter des millions. Faut que tu me donnes plus d'accountability sur tes retours, les dollars que tu dépenses. Fait que boum, tu sais, utilise un outil comme ça. Exact. C'était ça le. Ouais, mais c'est assez hot. Quelque chose qui est important aussi, qui est le fun sur cette catégorie leadership-là, c'est le fait que on se fait souvent positionner par le board ou le CEO qui tu sais, c'est des gens qui s'informent beaucoup, qui sont tout le temps un peu en veille de ce qui se fait dans l'industrie. Mais ça, c'est à double tranchant parce que tu te fais implémenter par le top. C'est top-down. Fait que, tu te fais pas implémenter par le top, tu te fais mandate par le top. Ce qui fait en sorte que tu as un accountability sur implémenter un outil comme Vasco, mais they let you run with it. Là. Tu le prends, puis c'est toi qui le fais. Mais ça veut dire que le VP RevOps, c'est pas lui qui décide, on devrait faire ça. Il se fait dire par son top leadership, faut être capable de mesurer ça au prochain board meeting. On n'a pas les SaaS metrics. On arrive, on a l'air d'un... Les board meetings avant Douda, des fois, là, c'est ça partout. Mon ami Marc, la quantité de data de monde qu'il fallait qu'il ping parce que là, t'avais des BI qu'eux autres, ils étaient plus avec l'équipe marketing. Après ça, t'avais des financial analysts qui étaient plus avec le revenue. Fait que lui, il fallait qu'il essaye de structurer de quoi pour donner des réponses au board. Genre. C'est ça. C'est trop sick, man. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment hot. Là, vous avez fait de la validation depuis genre... Je sais pas ça fait combien de temps que le produit peut être dans les mains du monde, là, mais ça fait genre... Pas longtemps, ça fait 6 mois à peu près. Y a-tu des trucs que t'as appris, ou des affaires, des intuitions, des hypothèses que finalement, ça, on n'avait pas raison, ou y a-tu des trucs que tu peux partager là-dessus? Absolument, oui. Je pense que le truc qui a été le plus révélateur, c'est d'arriver à une valeur rapidement. D'arriver à une proposition de valeur rapidement. Le produit est tellement vaste. Ouais, c'est ça. Faut que t'aies un happy path. Faut que t'aies un happy path. Puis ça, on travaille là-dessus activement, mais de s'assurer que quand les gens rentrent, ils ne sont pas overwhelmed, mais qu'il y a une compréhension assez rapide des étapes du mapping, de connecter le CRM, qui est tout super facile. C'est du no-code mapping, mais faut que tu mettes ton plan, ton forecast, il faut que tu viennes créer tes functions. Tu le fais une seule fois, mais tu connais les gens. Là, tu arrives sur un truc, tu vois la valeur, mais plus tu vas, plus t'en mets, plus t'es comme que j'investis beaucoup, là, puis je vois pas encore ce qui se passe derrière. Là. Puis il y a des gens qui vont give up, même s'ils trouvent que c'est important. Fait que là, ça devient une job de design de produit. Là, design de produit, mais flow interne, time to value à travers un bon onboarding flow qui vient mapper facilement. Peut-être aussi un peu d'AI éventuellement pour assister. Tu fais juste dire, moi, j'étais à 10 millions d'AR, je vais arriver à 50 dans 2 ans. Tu sais, reverse engineer-moi un plan basé sur les canaux inbound, outbound partnership qui convertissent à X. Le boom, on n'est pas loin de ça. Fait que, cette capacité-là de bâtir plus facilement, je pense que c'est le point qui revient beaucoup. Là. J'ai l'impression qu'on l'a expliqué c'était quoi RevOps, right? Ouais, je pense qu'on a quand même assez parlé de ça. Ouais. J'ai le goût que tu me... Juste pour finir là-dessus, décris-moi une CRO typique, mettons. Ouais. CRO typique. Qu'est-ce qu'elle fait le matin, elle check quoi? Un day-to-day de CRO, c'est beaucoup de meetings. Beaucoup de meetings avec les vendeurs des functions différentes. Fait que marketing. Le CRO n'a pas toujours le même mandat, d'ailleurs. Okay. Le CRO peut avoir marketing. Des fois, tu as un CMO et un CRO.
ce qui est, selon moi, pas une bonne idée. J'aime mieux le setup de CRO qu'un VP marketing qui flotte direct dans Revenue. Intéressant. Okay. Parce que Chief Revenue Officer, on va le décortiquer un peu, c'est Revenue Functions. Toutes tes fonctions sont génératrices de revenus, de marketing à vente, à customer success. Pour la rétention. Parce que tu as churn, si tu ralentis churn, c'est un net positive de revenus. Si tu expands, puis tu as un net growth de ton book of business juste parce que tu expands plus que tu churn, c'est du revenu. Fait que ça serait customer success. Ça serait customer success, account management, des trucs comme ça. Fait que pour moi, le Chief Revenue Officer idéal, c'est la personne qui check tout le funnel. C'est bon. Donc, la journée, c'est de s'assurer que toutes ces métriques-là sont en ordre. Fait que, on peut drip down à genre les meetings tactiques, l'implémentation d'un meilleur outil pour gérer X, Y, Z. Compliance, s'assurer que les gens sont bien rémunérés sur les parties qu'ils own, puis qu'il y a des bons hand-off entre les départements. Fait que beaucoup de leadership, d'éducation à l'interne sur l'architecture de revenus. Puis t'as-tu l'impression que ça serait cette personne-là qui aurait les mains sur Vasco? Absolument. Ou elle et des gens de son équipe un peu? Je pense que cette personne-là voudrait Vasco puis mandaterait Revenue Operations de l'implanter. C'est souvent ça qu'on voit. Fait que tu es un CRO, tu veux cette vue-là, tu n'es pas capable de l'avoir parce que data, CRM, warehouse, BI... complexe. Revenue Operations est dedans souvent, tu sais, essayer d'organiser un peu, patcher à droite à gauche. As-tu déjà mappé, mettons, le cash puis le temps, les heures, personnes que tu ferais sauver? Tu sais, tu utilises ça dans ton pitch? Un ROI calculator, on l'a, puis c'est incroyable. Puis on est très conservateur dessus, mais une business normale là, qui est, mettons, je sais pas moi, 10 millions d'AR, belle business, probablement autour de genre 50 à 100 personnes. A souvent une personne en RevOps, deux personnes en analytique, une ou deux personnes en analytique, un data warehouse, puis un BI tool. On parle autour de 500 000 annuels juste pour tracker tes métriques. Un data warehouse, là, donne-moi j'ai tout le temps la misère à data lake versus warehouse versus... Tu viens dumper toutes tes sources de données, tu les réorganises. Dans une place. Dans une place qui est un... mettons, ça en serait-tu un ou pas vraiment? Oui, ou pense à BigQuery. OK, c'est bon. Tu sais, fait que tu viens tout dumper ça là-dedans, tu réorganises tes données, tu les modélises pour que quand tu pitch dans ton BI, Power BI, Looker, Tableau, peu importe, que tes données soient organisées, soit tes définitions MQL, SQL qui ont plusieurs components que tu n'es pas capable de segmenter dans ton CRM, mais tu les lances là, puis tout ça se fait automatiquement dans Vasco en disant c'est quoi les fields que tu veux mapper. Fait que tu élimines ces besoins-là. Fait que on parle de 500 000 qu'on est capable de donner casser à une business qui n'est pas énorme. Là. Fait que ce chiffre-là monte plus la business est grosse. Puis même si c'est un 200-300 000 pour une business de 2-3 millions d'AR, c'est significatif. Là, ben là, parce que là, on a comme parlé quasiment du cost, puis time saving, puis complexity saving, complexity reduction. Fait que votre pricing, il est en ligne avec ça. Pense à un... Ben oui, 100%. Ben on a des plans différents avec des segments différents. Fait qu'on n'a pas un pricing unique. Mais on tourne souvent autour d'un 10x cost saving sur les chiffres que j'ai mentionnés plus tôt. Annuellement. Fait que ça vient de sauver le coût d'une personne. Puis, t'as mentionné quelque chose, t'as dit souvent, c'est le board carrément qui va peut-être nous recommander ou nous plugger. Toi, t'as travaillé avec des boards de façon générale? Plus advisory board, Plus advisory board. OK. Mais en fait, t'as évolué dans les compagnies où est-ce qu'il y avait des boards et des investisseurs du VC qui mettaient de l'argent. Là, c'est le cas de Vasco, puis ça va l'être de plus en plus que vous raisez puis que vous évoluez dans votre aventure. Vivre dans ce contexte d'hypercroissance-là, tu crées des pressions des fois, tu l'as-tu senti? Tu gères-tu bien ça? C'est tout le temps quelque chose qui m'intrigue. Oui, toute ma carrière, en fait. Pas mal. À partir de Chronogolf, c'était du VC-backed ou du public. Avec Lightspeed, public, c'est encore plus stressant, je te dirais, parce qu'on a des chiffres à atteindre. On est tous incentivized sur le stock. Fait que, tu sais, il y a une pression personnelle et professionnelle reliée c'est sûr, à la performance, mais ça crée un environnement dans lequel il faut que tu sois sharp sur
tous tes gros projets. Puis je pense que ça aide à recentrer un peu les priorités. Puis ça, j'ai vu ça souvent, tu sais, des business qui sont un peu perdus sur ben là, on travaille sur le CRM. Puis je suis comme, OK, mais c'est quoi ton net output de ça? Qu'est-ce que tu essaies de faire au bout de la ligne? Puis je pense qu'on parle beaucoup de company OKR. Tu sais, faire des OKR, c'est souvent flafla, puis les gens le font mal, mais chez SumUp, j'ai vu ça être parfaitement implanté. D'avoir des OKR, puis on débat dans une salle, puis on s'assure que tous les sous-projets qu'on a dans le business, ils sont liés à au moins un des OKR. Si c'est pas le cas, drop it. À moins que ça crée une dette, soit technique ou people dans le futur, puis que c'est un truc qu'il faut pas regarder, tu sais. C'est vraiment important de s'assurer. Ils vivaient où les OKR chez SumUp, juste pour le fun? Visuellement, ils vivaient dans des meetings à chaque semaine qui nous remettaient d'en face. Ouais, Google Sheet. Ouais, c'était ça chez Douda. Google Sheet en mode 3-4 bubbles, si tu veux, là, avec tous les sous-projets, les owners, un RACI derrière pour qui est responsable, accountable, consulted, informed. Puis ça, je l'ai vu pas fonctionner, mais je l'ai vu très bien fonctionner. C'est important, l'approche. C'est une game d'implémentation puis d'adoption. C'est une game de mettre les gens dans la salle ensemble puis de les rendre interactifs. Genre, c'est trop facile de faire un meeting d'1 heure puis de juste penser que tu es en surface sur tes OKR et ça fait pas le travail. Là. Tu dives puis que tu uncover toutes les complexités qui sont associées à ça. Fait que bref, pour revenir à ta question principale, je pense que c'est t'assurer que tu ramènes cette pression-là, te fait en fait ramener ton focus vers les trucs qui sont vraiment importants pour les buts de la business, soit quantifiables ou qualitatifs. Got it. J'ai une question un peu champ gauche. Ouais. Parce que là, t'as comme parlé beaucoup de ton expérience. Clairement, t'es un gars passionné, qui a faim, etc. Je serais curieux de savoir, mettons, c'est quoi le plus tough à propos de travailler avec toi? Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? Je pense que c'est la rigueur. Que c'est pas tout le monde qui reçoit de la même façon. OK. Puis, tu sais, ce que je t'ai dit au début, là, que je rentre un peu, ou je rentrais un peu trop agressif, j'ai encore des bribes de ça. Là, je reste un gars que quand je veux faire quelque chose, tu peux pas me dire non s'il n'y a pas une raison valable que tu me dises non. Puis si tu me dis non, je vais te dig. Puis je vais essayer de voir, OK, mais c'est pas du micro-management, c'est plus, on peut-tu avoir une conversation ouverte sur c'est quoi le vrai problème, c'est quoi la solution potentielle, puis ça, c'est très RevOps, là. Ouais. Mais je pense que c'est le fait de devoir aller très loin avant d'accepter un non qui peut être quand même froissant pour les gens. Fait que ça, je dirais que ça peut être tricky. C'est un bon trait pour Get Shit Done, par exemple. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'en ce moment, d'être dans une salle tout seul avec Guillaume à côté, puis Seb, puis l'équipe d'engineers, tout le monde est deep in their stuff, c'est vraiment le fun. C'est un autre vibe. Là. Ouais. Good. Parle-moi un tantinet d'embauche. As-tu embauché au Québec pas mal? Vas-tu embaucher au Québec pas mal? Trouves-tu ça tough d'embaucher? Ouais. Y a-tu des red flags, des green flags que tu veux dropper pour le monde qui doivent embaucher? Mettons, concentrons-nous sur le profil des gens qui seront en go-to-market. Là, fait que dans les 4 dimensions un peu qu'on a mentionnées. C'est difficile. Je dirais un green flag ou, mettons, une tactique qui fonctionne toujours, c'est con, là, mais c'est le network existant. Ouais. Nous, ça risque de prendre un certain moment avant qu'on engage des gens qui ne viennent pas de soit les business qu'on a bâtis dans le passé ou parce que vous avez un beau network. On a un beau network, on a des gens qui sont encore très proches de nous, mais qui ne sont pas nécessairement dans la business. Puis au début, ce qui est difficile, c'est que, puis surtout que Guillaume et Seb, ils ont fait une bonne job dès qu'ils ont parti la business de focuser sur une culture de performance, mais d'hyper-performance. Pas genre tu rentres puis tu get shit done. Non, c'est comme tu get shit done, mais de la meilleure façon que tu pourrais get shit done. Okay. Fait qu'on n'a pas le choix d'engager des gens qu'on sait viscéralement qui sont comme ça. Fait qu'on a des gens dans notre network qui sont sur le bord de rejoindre, qui fit ce profil-là. Je pense que ce qui va être difficile, ça va être une fois qu'on passe ça puis qu'on passe un petit peu plus en mode scale, d'appliquer le même genre de tightness ou de filtre, exact, pour garder cette... Tu sais, ça va redescendre un peu vers le average, je pense, over time, mais il faut garder cette énergie-là de... Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Ouais. C'est ça que Guillaume Simon me disait sur le pod. Il était comme,
juste des AAA players qui veulent travailler juste avec des AAA players pour le plus longtemps possible. Ouais. Parce qu'au début, ma compagnie, c'est quasiment plus ce monde-là que le code puis mon produit. Genre. Ouais. Tu sais, on fait allusion souvent à l'interne à une équipe de sport élite. Okay. Une équipe de hockey élite, une équipe de soccer, de sport que tout le monde faut qu'il performe. Là. Mm-hmm. C'est un weak link. C'est surtout valide en développement. C'est un petit peu moins en go-to-market, mais c'est plus le concept de la business ou l'approche de la business en entier qui est si on a un weak link, ça vient affecter tout le monde. Mm-hmm. La qualité du produit, le feedback, même si c'est en go-to-market, là, quelqu'un qui doesn't care puis qui ramène pas du feedback, du contexte, ça crée des disconnects. Mm-hmm. Bref, ça revient un peu à ça. Ouais. Créer une équipe de sport haute performance que tu peux scale. C'est un peu ça c'est super legit. Le vibe. J'aime ça. T'as-tu des erreurs top of mind que t'aimerais ça partager que t'as faites? Oui. Une ou deux? Je pense que j'ai été tu sais, je l'ai dit un peu tantôt, mais j'ai fait des moves de carrière en n'étant pas assez patient. Intéressant. La fin n'est pas obligée de venir avec une angoisse de progresser. Je pense que c'est une nuance importante. Avoir faim ne veut pas dire que tu as un timeline d'arriver en quelque part. T'sais. Puis ça, j'ai trop j'ai trop approché ça de cette façon-là au début de ma carrière en mode « Ah là, ça fait 1 an, j'ai pas bougé. What's next? » T'sais. Ça m'amenait à peut-être regarder ailleurs ou, ou peut-être j'ai été proche de une couple de fois, peut-être froisser des relations parce que j'ai trop faim. Ouais. En fait, c'est pas la faim, je suis trop en angoisse de comme what's gonna come next. Fait que j'ai appris à dial back ça, mais ça a été une énorme erreur. Ça aurait pu être plus grave, mais ça a coûté un peu peut-être des relations ou une progression, même que si j'avais été plus patient, peut-être qu'il y a plus de choses qui seraient arrivées. Dans le même gig ou dans la même business. C'est intéressant, ça. OK. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus tough puis le plus fun dans Vasco en ce moment? Le plus tough, c'est faire comprendre aux gens que c'est faisable puis que c'est pas impossible d'implanter un truc comme ça, qui sont comme, je le vois là, mais voici tous mes problèmes entre-temps qu'il faut que je te crois pas. Là. C'est comme, tu parles de wet dream, là, mais c'est pile ça. Les gens arrivent dans le meeting, ils sont comme, OK, mais tu me vends du rêve. Là. Comme non, on le fait, là, on va le faire ensemble. Puis de prendre le step de commit, j'ai l'impression. Non, puis ils sont comme, ça leur fait peur. Parce qu'ils ont peur de s'embarquer dans un truc qui va être genre, qui finit pas, que ça vient juste avec des problèmes. Puis nous, on le sait que c'est pas le cas. Fait que on essaie de les éduquer en même temps. Puis de hopefully, ce pod-là va pouvoir aider avec ça. Oui, tant mieux. Ouais, j'aimerais ça. C'est très cool. Tu vois où la compagnie dans 5 ans, mettons? Parce que là, vous êtes quand même early days. Fait que. Fast track the growth ou c'est quoi qui se passe? Ouais. Dans 5 ans, mais tu sais, pour suivre un peu la tangente de category leader, dans 5 ans, il faut être category leader. Ouais, exact. Donc, ça nous met écrire énormément de contenu pour évangéliser cette crowd-là qui sont déjà un peu au courant de ces concepts-là de winning by design. Puis éventuellement, ça va être nous aussi qui vont parler de ça. Donc, une voix assez portante puis importante dans l'industrie. Un produit qui est encore plus mature, évidemment, qui est facile à onboarder. Je pense que c'est ça le point principal. C'est comme facile à connecter. Puis tu es capable de connecter tes trucs assez facilement pour avoir un time to value qui est rapide. Puis une belle équipe, je pense. Une belle équipe avec une belle culture transparente. Des beaux hires entre-temps. Hopefully, peut-être du monde qui écoute ça. Mais ouais. Ça lead dans nos shameless plugs, man. Fait y a-tu un site web, une adresse courriel ou un LinkedIn profile sur lequel, si les gens veulent en savoir plus sur toi, comme ton parcours, tes rôles d'advisor, ou directement sur la compagnie puis le produit Vasco, où est-ce qu'on envoie le monde? Le site web, je veux dire, ce qui serait vraiment le fun, c'est que les gens au moins discutent de leur revenue engine en ce moment. Je pense que c'est l'étape 1, c'est d'aller jaser un peu de OK, c'est quoi notre setup? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y en a un? Si oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Fait que ça, si les gens veulent faire ça, ils peuvent venir m'écrire directement sur LinkedIn. Je suis Alexis Boucher. Je suis super rapide sur la réponse. Vasco.app, le site web. Le site est vraiment cool. On a une belle vidéo.
qui est gaté, là, je l'avertis, mais gaté avec très peu de friction. Fait que tu n'auras pas un appel qui va rentrer 5 minutes après que tu fasses la vidéo. Bon. Puis. Y a-tu un site carrière ou ça c'est Il y a un site carrière. Non, ouais, il est là dans le footer. Puis on a une couple de posts postés en ce moment. Okay. On a un analytic engineer qui va venir nous aider à organiser un peu notre propre structure de données derrière pour s'assurer que c'est solide pour nos clients. On engage un customer success expert. Fait quelqu'un qui va venir nous aider à onboarder tout ce beau monde-là. Ouais. Puis on est tout le temps on sur software engineer aussi. Là. Okay. Fait que c'est un beau background. Puis la mission te parle un peu, mais... Alexis, j'ai appris beaucoup. Puis j'espère que j'ai été diverti. Fait que j'espère que ça va être la même chose pour l'audience, mon vieux. Merci pour vrai. Ben merci à toi de m'avoir. J'ai eu du plaisir, moi aussi. Cool, man. Ouais. Cheers, man.